Salut Fabrice. Bonjour David. Écoute, puisque tu as écouté quelques podcasts, tu dois connaître la première question que je pose à tous mes invités, qui est un petit tour d'inclusion, et où je demande avec quelle énergie est-ce que tu viens ce matin, quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, ou à l'inverse, une énergie un petit peu négative que tu voudrais déposer avant de démarrer l'enregistrement. Bah écoute, on va dire que je commence la journée comme je la commence pas mal de fois dans la semaine. Finalement, j'ai déjà nagé 1 heure, donc j'ai déjà quelque chose de positif dans ma journée, donc ça me fait du bien de commencer comme ça. Eh ben écoute, c'est quelque chose que je partage pas mal parce que pendant tout un temps, je m'entraînais aussi le matin à 6 heures du mat et j'adorais ça parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'hyper important pour moi avant d'avoir démarré ma journée. Et à 9 heures, j'avais déjà fait plein de choses et je trouvais ça hyper épanouissant. Et pour ma part, mon petit check-in, c'est assez drôle parce que tu vois, dans ce podcast, on a souvent parlé d'antifragilité, notamment d'hormèse, d'adaptation au froid, notamment avec Pierre Dufresne. Et là, je suis face à un nouveau type d'adaptation, qui est l'adaptation à la chaleur, parce que il fait 32 degrés dans ma chambre la nuit. Et j'avoue que c'est assez difficile d'avoir un sommeil de qualité dans ces conditions. Mais l'enregistrement de ces podcasts suffit toujours à m'exciter suffisamment pour réveiller mon énergie, par chance. Bah écoute, moi, j'adore l'acclimatation à la chaleur. Je trouve que c'est un thème euh, très intéressant et je trouve que tu vois par exemple avec les canicules dont on parle là et on parle pas suffisamment de capacité d'acclimatation à la chaleur et c'est vrai que tu entends tout de suite que finalement la chaleur devient un problème pour beaucoup d'entre nous. Or nous corps humain on est particulièrement capable de s'adapter à la chaleur. Simplement à force de rester enfermé avec des clims. Alors apparemment dans ta chambre il n'y a pas la clim, Non, mais je te confirme. chez moi il n'y a pas la clim non plus, mais à rester trop enfermé dans des endroits trop climatisés, on perd cette capacité d'adaptation à la chaleur. Et finalement, moi j'aime bien voir la chaleur comme un ami pour m'entraîner. Alors c'est sûr que quand il fait 40 tous les jours avec 25 la nuit, c'est plus compliqué, hein. Euh, mais voilà, je vois pas systématiquement la chaleur comme un ennemi comme on l'entend à la radio en ce moment. Après, moi, je la vis assez bien pendant l'effort physique, mais c'est vrai que pendant la nuit, du coup, ça a tendance quand même à dégrader la qualité de mon sommeil. Mais ceci étant, j'y fais face. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu dis que le corps humain est particulièrement bien adapté, pardon, à l'adaptation à la chaleur, parce que justement, il y a plusieurs courants de pensée qui disent que l'un des principaux avantages évolutifs de l'homme vis-à-vis des autres animaux à l'époque, c'était notre capacité justement de transpiration, de régulation de la température, qui nous permettait notamment d'avoir des capacités d'endurance particulièrement élevées et de pratiquer la chasse à l'épuisement. Bah, tout à fait, ouais, ça fait partie de ce qui nous distingue des autres animaux, parce que finalement, il y en a très peu qui savent transpirer comme nous. Hein, par exemple, tu prends le chien, il est obligé de tirer la langue et finalement, il a une surface d'échange de température, qui est la surface de sa langue, qui est pas énorme par rapport à nous, où on a tout le corps humain, avec pas de poils. En plus, on est capable de se mettre debout, ce qui nous permet d'avoir une plus grande exposition au vent, surtout quand on était chasseur-cueilleur, puisque c'était dans des savanes, donc on avait des herbes hautes. Euh, donc on a plein d'adaptations effectivement qui nous permettent de bien gérer la chaleur. On est capable de se déshydrater de jusqu'à 2-3% sans pour autant perdre nos capacités d'endurance ou de force. Donc finalement, oui, on est vraiment capable de supporter la chaleur. Et d'ailleurs, donc avec la chasse à l'épuisement dont tu as parlé, on a exploité ce phénomène pour surpasser les autres espèces et pouvoir chasser. Et il y a des petits hacks, des petites stratégies que tu as l'habitude d'utiliser dans tes entraînements justement pour maintenir ta performance malgré la déshydratation, malgré la chaleur. Alors, il faut surtout s'acclimater à la chaleur, et ça met 15 jours à peu près. On sait qu'il faut au moins, alors on peut le faire en 7 jours, on sait qu'il faut au moins 5 à 7 séances d'entraînement quand il fait chaud pour s'acclimater à la chaleur. Donc, le truc le plus simple, c'est tu vas t'entraîner quand il fait chaud. Alors, il y a des salles d'entraînement en chaleur qui ont été faites, des thermo-training rooms où tu t'entraînes dans un espèce de sauna à 42 degrés. C'était fait pour les JO de Rio, je crois, mais ça reste exploitable. Et puis, contrairement à ce qu'on dit souvent, moi je pars m'entraîner le midi quand il fait chaud, justement pour déclencher ces adaptations. Et donc
je le commence 15 jours avant, mais ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est qu'il y a quelques études qui sont parues et qui montrent que s'acclimater à la chaleur permet d'améliorer tes capacités d'endurance et tes performances quand tu fais des compétitions en endurance, sous la chaleur, bien entendu, mais aussi en ambiance thermique neutre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des adaptations croisées. Tu t'améliores à la chaleur, mais du coup, ça t'améliore sur une ambiance thermique neutre. Donc, c'est quelque chose que je fais systématiquement avant mes compétitions. Alors après, si tu as une compétition l'hiver, c'est plus difficilement exploitable. Tu peux faire un peu de sauna après aussi, juste après un entraînement. Tu rentres de ton entraînement, tu vas dans le sauna. Il y a des bains chauds aussi qui peuvent avoir la même chose. Tu peux aussi t'acclimater à la chaleur, comme on voit les boxeurs, tu sais, avec leur veste, leur kawaii pour transpirer. Eux, ils le font pour transpirer. Mais tu peux aussi te survêtir. Ça marche un peu aussi. C'est un petit peu moins efficace, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, ça, c'est les stratégies d'acclimatation à la chaleur. Ça te permet de mieux gérer la déshydratation. Mais après, il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. C'est tout simple. C'est bien parce que plutôt que de subir justement la canicule en France, maintenant on peut la voir comme une opportunité de travailler nos mécanismes d'adaptation et notre performance. Et donc en fait c'est un cadeau du ciel que d'avoir C'est comme ça que je l'occasion le de vois. confronter notre corps à ces difficultés. Et d'ailleurs en parlant de corps, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain? Donc je rappelle que tu es médecin du sport et en parallèle ultra endurant, parce que tu as fait des ultra trails, des Ironman, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie de ce développement de ton potentiel et de l'aide d'autres personnes? Écoute, j'ai commencé à faire un marathon. Ça a été ma première course. Ma première course, ça a été un marathon. Je n'ai pas fait 10 Direct. km et tout. Voilà, direct le marathon. C'était en 98. J'ai un copain qui m'a dit, viens faire un marathon de Paris. Je dis, bon, bah, ok, j'y viens. Bon, mon entraînement était pas du tout construit, surtout qu'à cette époque-là, il y avait pas beaucoup. Les connaissances étaient plus difficilement partagées parce que il y avait pas Internet, il y avait moins de choses, donc voilà. Et puis après, je continue un petit peu à bricoler comme ça, un marathon ou deux, une fois de temps en temps. Et puis finalement, je me suis mis au triathlon et puis j'ai vu que j'avais pas des capacités phénoménales. Et donc, je me suis intéressé un peu à comment progresser. Et puis en parallèle, mes premiers remplacements de médecine générale, j'avais pas beaucoup de patients parce que le médecin jouait pas vraiment le jeu, donc finalement je me retrouvais des journées un peu avoir une dizaine de patients dans la journée, donc fallait que je m'occupe. Donc j'ai acheté un livre de médecine du sport et puis j'ai lu ça. Et puis finalement, je me suis tourné vers la médecine du sport. Et puis et en même temps, j'ai essayé d'améliorer mes capacités. Donc il a fallu que je trouve des solutions parce que naturellement j'étais pas le meilleur parce que pendant mes années d'études de médecine, j'ai pas fait grand-chose. Et donc j'ai lu d'abord sur la nutrition. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait. Et puis j'ai écrit des choses, j'ai écrit un peu d'articles pour un site internet. Et puis ça fonctionnait. Et puis c'est là que mon éditeur m'a contacté, m'a demandé d'écrire mon premier livre sur l'endurance. Et puis je me suis régalé à écrire ça, à écrire la nutrition, à essayer de trouver en fait ce que moi j'avais pas trouvé, ce que je voulais trouver, c'était le compromis entre le livre trop scientifique, inaccessible, inexploitable, et le livre trop simple, hein, trop simpliste. Et donc moi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est ce qu'on a fait avec mon copain Hugues, avec qui on a écrit ce livre. Et puis après, on m'a proposé de faire une première conférence. Et puis en fait, moi, quand j'étais au collège, au lycée, si tu veux faire un exposé devant tout le monde, c'était une torture. Et finalement, je me suis éclaté, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à présenter ça à des sportifs, à des gens avec qui je discutais. C'était des triathlètes, hein, donc on vient du même sport. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à progresser. Et puis du coup, en m'intéressant un peu plus, je suis tombé sur la programmation de l'entraînement parce que j'avais besoin de programmer un peu mieux mon entraînement pour progresser parce que je m'entraînais avec des copains, mais ils étaient toujours meilleurs que moi. Et on avait monté un espèce de challenge où on comptabilisait les points de l'année, machin. Bon, et j'étais toujours dernier. Donc j'ai essayé de m'améliorer. Mais on a partagé tous ces entraînements et puis finalement, tu vois, de fil en aiguille comme ça, j'ai appris à programmer mieux. J'étais à des conférences sur la programmation de l'entraînement qui m'ont particulièrement marqué, notamment une sur
la planification d'entraînement et où il y avait un scientifique qui comparait l'entraînement de sportifs de haut niveau à l'activité de chasseur-cueilleur. Et, euh, et j'en ai parlé à mon éditrice qui m'a dit, bah vas-y, fais un truc là-dessus. Donc on a écrit Paléophyte, enfin j'ai écrit Paléophyte là-dessus. Mais finalement, je l'utilisais déjà, enfin j'avais commencé à l'utiliser, et puis j'ai utilisé cette méthode, et puis mes résultats sont améliorés, les gens sont intéressés, donc et puis je prends énormément de plaisir à essayer d'expliquer tout ça, à tester. Alors mon créneau, c'est je lis ce que dit la science, il y a toujours une base scientifique derrière ce que je fais, je teste et j'explique. Et cette démarche maintenant me plaît énormément, et voilà, et voir des gens derrière qui en profitent, ça me plaît tellement que j'imagine pas arrêter maintenant, quoi. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai qu'on ressent bien dans tes livres, tu vois, ce juste équilibre entre fondement scientifique, expérience personnelle et aussi, je trouve que tu as la capacité de pas tomber dans le dogme et dans l'illusion de la perfection. Donc, tu mets toujours de la nuance dans tes propos en disant que ça peut avoir des avantages pour certains et pas pour d'autres, etc. Et j'aime bien cette espèce de voie du milieu qui prend en compte aussi toutes les spécificités génétique, etc., et personnel qu'on peut avoir. Et je trouve ça très intéressant, les parallèles que tu fais avec le paléo, la vie de nos ancêtres, etc. Notamment, je suis en train de lire actuellement L'animal exubérant. Je ne sais pas si tu connais, Non, je connais pas. qui est un joli livre je sais plus, mais c'est pas très très intéressant. En tout cas, de la maison d'édition de Paul Landon qui a beaucoup travaillé sur les réflexes primordiaux. Et quoi qu'il en soit, dans ce livre-là, il a une approche, je trouve, assez intéressante. Et il dit les tribus à l'époque qui vivaient dans le désert, eh bien, ils étaient obligés de parcourir de grandes distances pour aller chercher de la nourriture, pour se déplacer, etc. Parce que, eh bien, il y avait des grandes étendues de plaine devant eux. Et donc, ils étaient obligés de beaucoup marcher. Donc, c'était des gens très endurants. Et à l'inverse, les humains qui vivaient plutôt en forêt, eh bien, ils travaillaient beaucoup plus la force, l'explosivité, parce qu'ils devaient sauter de caillou en caillou, escalader des arbres pour aller chercher la nourriture. Et ils avaient beaucoup moins besoin de parcourir de grandes distances. Donc, ils avaient plutôt tendance à être explosifs et moins endurants. Et donc, on peut faire un parallèle, parce que tu parlais tout à l'heure de parallèle entre la vie de nos ancêtres et les sportifs de haut niveau. On peut faire un parallèle entre les tribus du désert, le corps des gens du désert qui serait plutôt lié à l'endurance, donc de grandes distances, du trail, de l'Ironman, de la traversée de la Manche à la nage, etc. Et à l'inverse, les corps des forêts qui seraient plutôt dédiés à la force, donc des boxeurs, de la musculation, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, tous les sports explosifs, je sais pas, le sprint, etc. Le sprint, ouais. Et on pourrait, parce que là c'est deux extrêmes, on pourrait imaginer une troisième voie qui serait des corps mosaïques de gens qui vivraient avec à la fois un petit peu de forêt, en même temps des plaines, et qui seraient à la fois obligés de travailler un petit peu leur endurance et puis leur capacité à sauter de branche en branche, etc. Et, euh, et ça, ce paradigme de la mosaïque, du généraliste, qui allie à la fois la force et l'endurance, elle est parfois mal acceptée par la communauté sportive ou même la communauté scientifique de par l'hyperspécialisation du corps. Et on dit souvent que travailler sa force, c'est incompatible avec travailler son endurance, et que soit tu es un athlète d'endurance, soit tu es un athlète de force. Est-ce que toi, tu penses qu'une voie du milieu est possible? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un petit peu l'objet de Paléophyte, donc ton livre, qui essaie d'apporter justement un entraînement de force au bénéfice de gens qui font de l'endurance? Je pense qu'on est tous seulement une voie du milieu. Enfin, mais il y a plusieurs voies du milieu. Mais je pense qu'on est tous capables d'un peu d'endurance et tous capables d'un peu de force dans des proportions variées. Effectivement, Usain Bolt sera peut-être plus capable de force et d'explosivité que moi, mais il est capable d'endurance quand même. Et je pense qu'on a en notre sein, à nous tous, tout ça en des variations, enfin des quantités variées. Mais oui, notre corps humain, il est capable de tout ça. Et c'est ce qui fait finalement notre spécificité à nous humains, c'est la polyvalence. D'accord? On est les seuls animaux polyvalents finalement. On est capable de nager, on est capable de sprinter, on est capable d'avoir de la force, on est capable d'avoir de l'endurance. Par contre, effectivement, on est moins, même le meilleur d'entre nous, par exemple, pour prendre Usain Bolt, il est moins rapide que les plus rapides des animaux. D'accord? Mais il est plus polyvalent. Et notre chose, c'est ça. Mais donc, on est un espèce de corps qui sait un peu tout faire, mais qui sait pas faire tout au maximum.
Par contre, effectivement, sur l'endurance, il y a peu d'animaux qui sont capables de nous approcher, d'être aussi efficaces que nous le sommes. Mais parce que finalement, quand tu reprends ton histoire, donc oui, celui qui est dans le désert, il est obligé d'être endurant puisque finalement, il va parcourir de grandes distances. Mais celui qui est dans la forêt, il va aussi avoir besoin d'endurance parce qu'il va falloir quand même qu'il passe d'un arbre à l'autre, qu'il aille d'un endroit à un autre, et puis dans les forêts qui étaient des forêts tropicales, les forêts primaires, finalement, rien n'est aisé. Et te déplacer d'un arbre à l'autre, il y a tellement d'herbes, d'autres plantes que rien n'est aisé et que c'est quand même de l'endurance. C'est pas juste de la marche tranquille sur un chemin ou sur une route comme on fait maintenant. C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Donc moi, je pense qu'on est une mosaïque. Je pense qu'effectivement, on a tous des caractéristiques un petit peu différentes, mais qu'il faut savoir le reconnaître et puis ne pas dire que le reste ne nous servira pas. Maintenant, on sait par exemple que sur les sports d'endurance, faire de la musculation, c'est fondamental. C'est ça qui améliore les performances. Tous les sportifs de haut niveau en endurance, ils font de la force, ils font de la musculation. Alors, ils en font pas autant, mais ils en font. Et par contre, ils prennent pas de poids parce que, en fait, il y a des interférences biochimiques entre les adaptations à la force et les adaptations à l'endurance. C'est-à-dire que quand tu vas faire un entraînement en endurance, tu vas produire des molécules, produire des molécules adaptatives, tu produis des signaux avec des molécules qui sont des adaptations, et celles-là vont signaler des productions de protéines, d'accord ? Et en fait, certaines de ces molécules signalent, bloquent la production de muscles, d'accord ? Donc, si tu fais un entraînement en endurance, tu te fais une bonne séance de fractionné en course à pied et que tu vas t'entraîner derrière, en musculation, tu prendras moins de muscles que si tu l'avais fait seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces molécules que tu as produites qui qui limitent la production de muscles derrière. Donc, alors il y a une espèce de dichotomie entre les deux, mais on peut gérer ça. Et de toute façon, on sait maintenant que pour l'endurance, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, on a besoin de musculation pour progresser. Et à l'inverse, quelqu'un qui partirait d'un corps déjà musclé, donc de muscles déjà développés ou hypertrophiés et qui se mettrait à l'endurance, est-ce que ces interférences lui feraient perdre sa musculature ou bien est-ce qu'il la garderait parce qu'au final, son métabolisme maintenant a évolué et qu'il se réadapterait à l'endurance tout en gardant le physique qu'il avait développé ? Alors déjà, s'il est habitué à faire de la musculation régulièrement, il lui suffit de pas grand-chose pour réenclencher le phénomène. Donc c'est quelqu'un qui sera particulièrement, c'est l'épigénétique, qui fait qu'en fait il garde le souvenir, et comme il a le souvenir, il se remuscle plus rapidement qu'un autre. Mais en fait, tu peux jouer avec ces interférences. Tu peux te dire, moi je veux prendre du muscle, je vais adapter les interférences, et tu peux dire, moi je veux pas prendre de muscle, je vais adapter les interférences. Peu importe que tu sois musculeux ou pas. Simplement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as une période durant laquelle il faut que tu limites les interférences ou que tu les favorises. Si tu veux pas prendre de masse musculaire, il faut que les interférences soient importantes. Donc, tu vas faire de l'endurance juste avant. Tu laisses passer moins de 3 heures, parce que c'est à peu près 3 heures le régime. Et là, tu t'entraînes en force et donc tu vas pas prendre trop de muscle. À l'inverse, si tu veux prendre du muscle, tu t'entraînes vraiment de bonne heure en endurance si tu veux le faire. Tu laisses passer au moins 3 heures. Tu fais ta musculation et là, tu vas prendre plus de muscle. Après, il faudrait, dans ta période de récupération après, si tu veux prendre du muscle, ne pas faire d'endurance trop rapprochée, une douzaine d'heures. Donc, en fait, en manipulant ces temps d'enchaînement, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu veux plutôt prendre de la masse musculaire ? Eh ben, tu les rapproches, tu les écartes. Est-ce que tu veux pas prendre de masse musculaire comme un sportif d'endurance qui veut pas prendre de poids ? Eh ben, tu les rapproches. Le principal problème dans le fait de prendre de la masse musculaire quand on est un sportif d'endurance, il est lié au poids ou il est lié au fait que des muscles plus gros veulent dire plus de congestion, une nécessité, un apport, une demande en sang plus importante et donc un épuisement plus rapide ? C'est principalement une question de poids. Plus t'es léger, plus t'es performant. Ouais, c'est le poids puissance. Quand tu es un sport d'endurance, ce qu'on veut, c'est avoir de la puissance, d'où l'intérêt de la musculation, mais pas de poids supplémentaire. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que tu fais comme sport. C'est-à-dire que
Si tu fais du cyclisme sur le plat, bah, ton poids est pas trop gênant. Si tu fais du cyclisme en montagne, bah, ton poids est très gênant. Hmm. Et toi, du coup, comment est-ce que tu t'entraînes pour les ultramarathons et les Ironman, pardon, que tu fais? Alors moi, je suis en mode On peut paléophyte. déjà. Pardon? Moi, je m'entraîne en mode paléophyte, c'est-à-dire c'est la méthode que j'ai imaginée et qui vient donc de l'activité des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est 80% de. En gros, en fait, tu polarises l'entraînement, c'est-à-dire que tu as 80% de ton entraînement en endurance pure, donc vraiment de l'endurance. 20% à haute intensité. En fait, sur ces 20%, tu en as 15% à très haute intensité, donc tu es au-delà de 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Donc c'est du fractionné, c'est des séances intenses. Et tu as 5% qui est ce qu'on appelle au seuil, qui est une intensité intermédiaire, qui est fatigante, qui donne pas plus d'adaptation que l'endurance ou que la haute intensité. Je fais 2 à 3 séances de musculation chaque semaine. Alors c'est des petites séances de musculation. Je fais 20 à 30 minutes en général, 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, ça c'est la grosse base de mon entraînement. Et donc je nage là en ce moment, je nage 3 ou 4 fois par semaine, je cours 3 ou 4 fois par semaine et je roule 3 ou 4 fois par semaine. À Plus je chaque fais fois 2 ou sur 3 des séances de durées, musculation. à chaque fois sur des durées plutôt longues? Non, la plupart des séances font autour de 1 heure et quart. Et j'ai une séance un peu plus longue en course à pied chaque semaine, parfois un peu plus longue que ça. Ça m'arrivait cet hiver, j'ai fait un marathon par exemple à l'entraînement. Et puis le vélo, je fais une séance longue 3 à 4 heures une fois par semaine ou 2 heures, 3 heures, ça dépend d'où j'en suis dans mon cycle d'entraînement et de ce que je prépare. Et puis voilà, c'est à peu près le régime habituel. Mais il y a toujours 2-3 séances de musculation, tu vois, même pour quelqu'un qui fait de l'endurance. J'ai toujours ces 2-3 séances de musculation parce que ça te permet de gagner en puissance, ça te permet de gagner en économie d'effort, c'est-à-dire que tu deviens plus économe. Pour faire le même kilométrage, tu vas dépenser moins d'énergie. Euh, et puis ça limite les courbatures aussi. C'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire de la musculation, c'est que j'en avais marre d'avoir des courbatures après les marathons. Et du coup, bah, j'ai plus de courbatures après un Ironman, j'ai plus de courbatures après un marathon, ni après un ultra, depuis que je fais de la musculation. Euh, et puis bah voilà, c'est à peu près ça. Et du coup, ça te fait des volumes d'entraînement quand même assez énormes. On parle de, là, si je calcule à vue de nez, dans les 15 heures, 15-20 heures par semaine d'entraînement. Alors c'est en général entre 12 et c'est plutôt en moyenne, je suis autour de 12 heures par semaine. Et qu'est-ce que tu penses, étant donné que tu es médecin aussi, qu'est-ce que tu penses justement de. On cite beaucoup, tu vois, les dangers de la sédentarisation de la population, de la position assise, du manque de mouvement qu'on a dans nos vies. Et par ailleurs, il y a malgré tout un discours aussi qui parfois prétend que le fait de faire trop de sport pourrait être aussi néfaste et dangereux et que de tendre vers la performance, eh bien en fait, on use et on dégrade le corps. Qu'est-ce que tu penses de ça en tant que Alors médecin il y a une du sport il en plus y a, de sportif? vas-y. Non, non, je Il y a disais en une tant que médecin, parce que tu es médecin du sport en plus d'être sportif, donc c'est intéressant parce que tu as la double casquette, à la fois l'envie de performer et de beaucoup t'entraîner, et en même temps la conscience médicale de ce que tu fais et la volonté de longévité. Alors, il y a une étude qui est parue, qui regroupait beaucoup de personnes et qui a montré que déjà chaque 10 minutes d'entraînement pour une semaine, ça t'apportait un bénéfice. D'accord? Que quelqu'un qui fait 10 minutes de sport, c'est déjà mieux que zéro. Après, le bénéfice maximal pour la santé commence à être, enfin, le bénéfice commence à être vraiment intéressant à partir de 3 à 5 heures d'entraînement chaque semaine. Au-delà je crois que c'est au-delà de 12-13 heures par semaine, euh, la mortalité par cause cardiaque remonte un petit peu, mais moins que les sédentaires. D'accord? Donc, si tu veux limiter la mortalité cardiovasculaire, faut t'entraîner entre 3 heures et 10 heures par semaine. Par contre, même jusqu'à 25 heures par semaine, la mortalité toutes causes confondues diminue. En fait, c'est parce que même si la mortalité par cause cardiovasculaire a remonté un petit peu, la mortalité par cause cancer continue à diminuer. Donc en fait, finalement, tu n'as pas de volume maximum. À condition
de t'entraîner intelligemment. S'entraîner intelligemment, c'est faire comme les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que c'est 80% de ton volume d'entraînement est en intensité légère et modérée. D'accord ? Et ce qui abîme le cœur, c'est quand tu restes à haute intensité, donc la zone 2 dont je parle, le seuil, là. Parce qu'en fait, PaleoFit, j'ai classé l'intensité en 3 zones pour que ça soit plus simple. 1, l'endurance, 2, le seuil, 3, la haute intensité. C'est issu des recherches scientifiques. Donc, si tu restes trop à cette intensité un petit peu intermédiaire, tu abîmes ton cœur. Et c'est ça le problème. Donc, on peut quand même se mettre de gros volumes d'entraînement sans avoir de gros soucis. Après, le problème médical, ce que je trouve qui est dommage, c'est que finalement, on montre aux gens, on leur dit, c'est bien, allez faire de la marche, par exemple. Vous avez, tu les as vus, on va faire, vous allez descendre à une station de métro plus tôt, vous allez prendre le bus, machin, vous allez... C'est bien, mais en fait, ce qui nous fait être en bonne santé, c'est pas la dépense calorique. Oui, la dépense calorique joue un jeu, mais ce qui nous fait être en bonne santé, c'est que tu vas stresser physiologiquement, dans le bon sens du terme, ton organisme. En le stressant, tu le pousses à s'adapter. Et ces adaptations, qui te rendent plus performant, ce sont les mêmes qui te rendent en meilleure santé. D'accord ? Parce que les molécules dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, celles qui allaient créer des interférences avec la musculation, tu en as des molécules identiques stimulées dans le même cas qui sont anticancéreuses. D'accord ? Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport, c'est une dépense calorique. Ça fait perdre du poids, ça fait perdre de la graisse viscérale, c'est bon pour la santé, c'est bon contre les maladies, mais c'est aussi déclencher des adaptations physiologiques qui te rendent en meilleure santé. En fait, tu rends ton corps plus fonctionnel. Comme il est plus fonctionnel, il est plus performant. Comme il est plus fonctionnel, il est moins malade. Donc, par la même occasion, tu vas perdre du poids, tu vas prendre du muscle, et tout ça fait que ton organisme est en meilleure santé à long terme et te protège des maladies. Et donc, il faut arrêter. On peut continuer à dire c'est bien, faites une station de métro, allez marcher, allez promener le chien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens sachent qu'il faut parfois sortir de ta zone de confort pour créer ce stress physiologique qui améliore ton corps, qui le rend plus fonctionnel et qui le rend en meilleure santé. Par contre, il faut que ce stress physiologique soit mesuré. Il ne faut pas se mettre un stress énorme tous les jours à l'entraînement, parce que là, effectivement, tu vas avoir des dégâts, donc principalement cardiaques si tu fais de l'endurance. Donc voilà, il faut réussir à trouver ce juste milieu, mais il ne faut pas accepter de dire allez juste promener le chien. Il faut se mettre dedans, quoi. De temps en temps, alors une fois par semaine par exemple, mais il faut que la séance soit un peu difficile. Et pour revenir sur ta première question qui était sur la sédentarité, on sait que même maintenant on a les sédentaires actifs, les actifs sédentaires, les sédentaires sportifs. En fait, tu peux être sportif et sédentaire. Si tu vas courir le matin, ou tu vas nager comme tu le faisais et comme je l'ai fait, et que je passe ma journée assis sur un bureau, sur un bureau toute la journée, je perds le bénéfice de ma séance d'entraînement du matin. Alors bien sûr, si tu es sédentaire et que tu fais un peu de sport, tu seras partiellement protégé, mais seulement partiellement. Et en fait, la sédentarité, c'est pas ne pas faire de sport. La sédentarité, c'est rester trop longtemps assis. Le seul moyen de rompre cette sédentarité, c'est de te lever régulièrement, toutes les 20 à 30 minutes, faire quelques pas, monter un étage, faire des flexions. Il suffit d'1 minute, ça suffit, parce qu'en fait, tu donnes une information à ton cerveau et à ton organisme, tu dis réactive-toi. Les muscles lombaires qui sont quasiment inactifs quand tu es assis vont se réactiver un peu et tu vas remettre en jeu ton métabolisme. D'où l'intérêt des exercises snacks qui ont été publiés, en fait, où c'est... alors, tu as 2 types de snacks comme ça. Tu as les exercises snacks qui sont des activités sportives. D'accord ? Donc, dans la journée, tu vas faire... tu montes un escalier à fond. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin, mais à fond. C'est sportif parce que tu cours, parce que c'est intentionnel. Mais tu peux aussi profiter des activités du quotidien. Alors, quand tu es au bureau, tu peux monter un étage un petit peu rapide. Tu peux porter tes courses et faire des flexions avec tes courses. Tu peux essayer d'inventer des choses comme ça où tu réactives ton bénéfice. Tu lui fais une espèce de sprint. En fait, c'est un espèce de sprint du quotidien.
Alors moi, je l'utilise quand je travaille et que je vais faire des visites chez les patients. Je me monte j'ai un gros sac à dos, je monte l'escalier un petit peu rapide avec mon sac à dos. Voilà, ça me fait faire un petit peu quelque chose en plus. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Tu peux être actif et sédentaire. Donc il faut que nos sportifs, ils apprennent aussi à ne pas être sédentaires. Non, c'est hyper intéressant. D'abord, sur les recommandations qui sont faites, notamment vis-à-vis de la marche, je pense qu'il y a un tel nivellement par le bas que les qu'on conseille un minimum, parce que déjà le minimum n'est pas atteint. Tu vois, j'avais été choqué. Au début, c'était 10 000 pas par jour pour essayer de donner un objectif relativement atteignable aux gens. Et au final, ils se sont aperçus que c'était encore trop élevé, que les gens arrivaient même pas à faire 10 000 pas par jour. Ils l'ont abaissé à 7 000. Et tu vois, je pense il y a un problème. Je pense que si l'objectif semble trop élevé, eh bien l'engagement de la part de la population est trop faible parce que la population est découragée avant même d'essayer. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça encourage un nivellement par le bas parce que tu dis, oh, c'est bon, j'ai fait mes 7 000 pas dans la journée, j'ai été promener mon chien, je suis en bonne santé, j'ai fait ce qu'il faut pour moi et pour ma vie, pour ma longévité. Alors que pas du tout, on reste des animaux. Et tu l'as bien dit à plusieurs reprises, outre le sport que tu fais, les séances de sport que tu fais, il faut essayer de bouger tout au long de la journée. J'aime bien cette idée de movement snack qui avait déjà été évoquée par Jérôme Ratodi de Movnat, qui sont aussi adeptes un petit peu de petits mouvements comme ça que tu peux faire un peu tout au long de la journée et qui permettent d'énergiser le corps, mais aussi de respirer. Parce que quand tu es à moitié assis, comprimé, eh bien ta respiration elle est moins bonne. D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que le fait d'apprendre debout, d'apprendre en marchant, de se relever, etc., ça permet de mieux apprendre parce que ton corps est mieux oxygéné, ton cerveau est mieux oxygéné. Et donc, tu as un taux de rétention qui est plus élevé. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que nos habitudes de vie sont métaboliquement opposées à ce que notre génome ce pourquoi notre génome nous a prédestinés. Et donc, parce qu'en réalité, avec les révolutions agricoles et l'arrivée d'Internet, la révolution agricole, c'était il y a 12 000 ans avant Jésus-Christ. Internet, c'est 1986, un truc comme ça. Donc, c'est hyper récent. Et l'homme, les premiers sapiens, je crois que c'est 35 000 ans et les premiers Néandertals 300 000 ans, un truc comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'échelle de l'histoire de l'évolution, les révolutions récentes qui pourtant ont eu un impact majeur sur notre façon de vivre sont un battement de cils. Et donc le génome et notre ADN n'a pas eu le temps de s'adapter à ces nouveaux modes de vie. Et donc on a une façon aujourd'hui de vivre qui est complètement inadaptée à ce à quoi on était prédestiné à la base. Ah oui, oui, oui. Mais on en revient sur la même chose qu'on avait parlé tout à l'heure avec la clim et la chaleur. C'est pareil, c'est une adaptation à la chaleur que nous avons qui est très ancienne, qui date de millions d'années et que finalement on n'exploite plus. Et d'ailleurs, les sportifs, eux, exploitent ce phénomène parce que quand tu fais un effort, si tu vas courir, 25% de l'énergie des calories que tu produis à partir de tes nutriments est dédiée au mouvement de tes muscles. D'accord? C'est ce qui te fait avancer. Par contre, il y a 75% qui est perdu. Et c'est pour ça que ton corps, il monte en chaleur, en température. C'est pour ça que même l'hiver, tu transpires parce que, en fait, ton corps, il a pris 75% de cette énergie et il est monté en chaleur. D'accord? Et donc, le sportif qui fait ça régulièrement est naturellement adapté à la chaleur parce qu'il monte sa température corporelle à chaque fois qu'il s'entraîne. Et donc, un sportif supportera mieux la canicule. Mais par contre, on leur dit quoi maintenant? On leur dit arrêtez de bouger, mettez-vous à l'intérieur. Or, on fait, et même les gamins qui supportent bien, on les met à l'intérieur en permanence, ne faites plus rien, et du coup, on perd cette faculté de notre organisme de s'acclimater à la chaleur. En fait, on fait de l'anti-paléo. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans notre vie en ce moment, c'est bien souvent à l'inverse de ce que notre génome, ce pourquoi notre génome a été construit. D'accord? On va tout faire inverse. On va pas s'exposer à la chaleur parce que c'est dangereux. On va pas aller s'exposer au froid parce que c'est dangereux. On va pas aller courir quand il fait chaud. On va rester assis dans notre chaise. Voilà. On a tout fait à l'inverse de ce que notre corps est capable. Par contre, notre corps, il en est capable. Il l'a au fond de lui. Il suffit de lui montrer le signal et il va le faire. Il va s'y adapter. Il va prendre le temps de s'y adapter parce que c'est quelque chose qui est long, mais il faut le faire. Alors, par contre, effectivement, si t'es pas adapté à la chaleur, ne va pas courir quand il fait 35 degrés. En fait, l'adaptation à la chaleur, elle se fait progressivement à partir du printemps, en s'entraînant
quand il y a les températures qui montent, bah, progressivement, tu t'acclimates, progressivement, ton corps devient capable de le faire. Et il faut savoir être à l'écoute de son organisme. Moi, il y a des jours, je vais m'entraîner, je pars, je me dis non, aujourd'hui ça va pas, ça sert à rien, je vais pas m'entraîner de qualité. Alors, faut pas que ça soit systématique, mais il y a des jours où je me rends bien compte que la fatigue du boulot me fait que je ne suis pas capable d'y aller correctement. Mais par contre, je m'entraîne quasiment tous les jours. Donc, si je loupe une séance, c'est pas grave. Quelqu'un qui va s'entraîner que 2 fois par semaine, c'est un petit peu un peu différent. Mais ça veut dire qu'il faut aussi rester à l'écoute de son organisme. Tout est bien fait pour ça. C'est pareil. Tu as déjà entendu parler des endocannabinoïdes, les molécules que notre organisme sécrète et qui font, quand on fait un effort, et qui font que on se sent bien quand on court. Et en fait, c'est sécrété qu'en endurance. D'accord ? C'est pas, si tu vas sur la zone 2, le seuil, qui est un petit peu plus élevé, c'est pas sécrété. C'est sécrété quand tu es en endurance. Et c'est sécrété que par des animaux capables d'endurance. Ce qui fait que, effectivement, puisque nous sommes capables de le faire, c'est que nous sommes doués pour l'endurance. C'est ce qui nous rend capables de courir longtemps. Donc en fait, tout notre organisme, il a été modulé pour être actif. Il a été modulé pour courir, il a été modulé pour être actif. Il faut le pousser à faire ça, parce que sinon il se désadapte. Et une bonne partie des maladies de civilisation, certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies de désadaptation. En fait, ce sont des maladies parce que notre corps n'a pas su fonctionner comme il est capable de le faire. Et d'ailleurs, là, tu viens de dire que tu t'entraînais quasiment tous les jours. C'est mon cas aussi, sauf le dimanche qui est consacré à ma famille, mais je bouge encore quand même toute la journée. C'est juste que je fais pas de sport, je fais pas de séance à part entière. Et pour autant, on entend souvent que s'entraîner tous les jours, c'est pas bien, tu risques d'être dans le surentraînement, etc. Est-ce que je comprends à demi-mot dans ce que tu partages, c'est que si t'es pas tout le temps dans la zone rouge, justement, si tu t'entraînes à relativement basse intensité et que tu varies les types de stimuli pour pas toujours solliciter les mêmes groupes musculaires, il y a aucun problème au fait de s'entraîner tous les jours et tu peux éviter le surentraînement. Tout à fait. Moi, il y a des séances qui sont que des séances de 20 minutes où je fais quelque chose de très calme. Il y a des jours qui sont dédiés à des activités calmes où je vais pas aller chercher la haute intensité. Et je mets toujours le cardio-fréquence-mètre, en fait. Sauf en natation parce que c'est un peu plus compliqué. Mais je mets toujours cardio-fréquence-mètre justement pour surveiller ça et ne pas dériver à une intensité trop élevée. Alors bien sûr, venir à m'entraîner tous les jours, surtout qu'il y a certains jours où je m'entraîne 2 ou 3 fois, ça a été très progressif. Au début, j'en étais pas là. J'étais à 2, 3 fois par semaine, puis 4 fois, puis 5 fois, puis 6 fois, et voilà. Mais comme tu l'as dit, ça suppose d'écouter son corps, de rester en endurance pour 80% de son temps. 80% des entraînements, 80% des entraînements sont en endurance. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi le trou noir de l'entraînement. Je ne sais pas si tu connais le trou noir de l'entraînement. En fait, c'est un Texan qui a publié là-dessus, un Texan qui vit en Norvège. Et en fait, il s'est rendu compte que quand tu dis à quelqu'un d'aller courir, il va aller courir vite. Tu lui dis de faire une séance en endurance, il va aller un petit peu trop vite. Il va aller au-dessus parce que finalement, il pense qu'en allant plus vite, il va déclencher plus d'adaptation à l'entraînement. Ah oui, je vais plus vite, c'est plus dur, je vais progresser plus vite. Ça paraît logique. Or, c'est pas vrai. Au-delà d'une certaine intensité, tu profites pas plus. Donc, en fait, c'est des gens qui dérivent vers la zone 2. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit de couper les intensités d'effort en zone 1, l'endurance, zone 2, le seuil, ce qu'on appelle le seuil, c'est entre les deux seuils lactiques, et la zone 3 qui est la haute intensité. Et donc, cette séance qui devait être en zone 1 en endurance pure, elle va dériver vers la zone 2. D'accord ? Ça va créer une fatigue excessive sans avoir de bénéfices supplémentaires. Par contre, il a une fatigue supplémentaire. Le lendemain, ce même athlète doit faire une séance d'entraînement à haute intensité. Donc, en zone 3. En raison de la fatigue de la veille, il va pas réussir à maintenir tout l'entraînement, toute l'intensité qu'il voulait en zone 3. Donc, il va être un petit peu en dessous. Ben, s'il est un petit peu en dessous, il va se retrouver en zone 2. Et en fait, cette zone 2, c'est le trou noir de l'entraînement. Elle attire tout. Donc, elle attire ceux qui devraient être en zone 1 parce qu'ils vont un peu plus vite en espérant progresser plus. Et elle attire ceux qui vont en zone 3 parce qu'ils ont une fatigue excessive et là, ils n'arrivent pas à tenir cette intensité. D'accord ?
Or, cette intensité d'effort, c'est celle où on doit passer seulement 5% de notre temps, parce que 80% doit être en zone 1, 5% en zone 2 et 15% en zone 3. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'est cette zone 2 qui est entre, ça dépend des gens, mais c'est à peu près entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et bah, finalement, elle a une petite superficie, mais elle attire une grande partie d'entraînement. Donc, si tu veux protéger ta santé, beaucoup d'entraînement en endurance pure en zone 1. Et ce dont on se rend compte avec les études scientifiques sur les sportifs, c'est aussi ce qui te permet de performer. En fait, on se rend compte que cette polarisation, donc deux pôles, haute intensité, enfin basse intensité, haute intensité, ces deux pôles, ce sont ceux qui te permettent de t'améliorer plus. Et ce sont ceux qui protègent le mieux ta santé. Sortir de la zone de confort, c'est en zone 3, endurance en zone 1. La zone 1, c'est jusqu'à 85% de la AC max, c'est ça? Voilà, à peu près. Alors, ça sert à rien d'aller flirter jusqu'à 85%. Moi, je vais jusqu'à 80%, ça suffit largement. Et du coup, tout ça, tu l'expliques dans ton livre Paléophyte? Ouais. Cool. Et bon, je reviendrai là-dessus après, mais il y a une autre. Donc, tu as écrit un autre livre sur le régime cétogène. Et d'ailleurs, le régime cétogène, si on le voit de façon un petit peu moins drastique, il prend aussi ses origines dans le paléo, puisque le régime paléo, celui des chasseurs-cueilleurs, même si il était variable selon les zones géographiques, etc., était quand même en majorité tourné vers les lipides et les protéines. Et même s'il y avait un petit peu de glucides, ils étaient quand même beaucoup moins prédominants que ce que une personne lambda consomme dans sa vie quotidienne, et qui plus est un sportif, parce que les sportifs ont généralement tendance à compenser leurs grosses dépenses caloriques par énormément de glucides. Et c'est comme ça que je me suis arrivé à manger des assiettes de riz phénoménales et à me sentir lourd tout l'après-midi. Du coup, je trouve que moi, initialement, le régime cétogène m'a intéressé plus d'un point de vue philosophique, où je me suis aperçu que je mangeais beaucoup de glucides dans ma journée pour compenser ma dépense calorique, mais que ces glucides avaient tendance à alourdir ma digestion, diminuer mon énergie, parce que le midi, du coup, tu as un peu une hyperglycémie, une hypoglycémie réactionnelle, et donc tu te sens un petit peu fatigué, etc. Et par défaut, j'y reviendrai après, je ressens aussi une affinité plus forte de manière générale sur les lipides. J'ai toujours eu plus de mal à digérer les glucides, notamment quand ils sont sucrés, ou le pain avec le gluten, ou sinon des desserts sucrés. Ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai acheté ton livre et que j'ai eu envie de t'inviter sur ce podcast. Et donc ça fait... bon, j'avais déjà amorcé une petite transition avant, et donc là, ça fait 2 semaines que je teste un petit peu mieux un régime cétogène un peu modifié, parce que je mange quand même des glucides le soir. Je dois être à peu près à 60% de lipides, 20% de protéines, 20% de glucides. Et les glucides, donc ça représente à peu près 100 grammes, qui sont principalement le soir. Et donc ça me permet d'être plus ou moins en régime cétogène toute la journée, notamment pour mes entraînements. Et puis le soir, manger un peu de glucides. Et donc j'ai déjà pu m'apercevoir d'une chose, c'est que mon énergie reste beaucoup plus constante tout au long de la journée. Donc notamment, tu vois, le midi, j'ai pas ce coup de fatigue après avoir mangé. Donc d'un point de vue cérébral et cognitif, je trouve ça déjà hyper intéressant, même si sur le plan sportif, bon, c'est encore un petit peu tôt pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de la place des glucides aujourd'hui dans notre société? Alors déjà, pour le régime cétogène, on sait que il y a des gens qui réagissent très bien et d'autres qui réagissent moins bien. On a des gens qui vont en profiter énormément et d'autres un peu moins, et qui peuvent même en souffrir. Par contre, je te conseille de surveiller ta glycémie, enfin ta cétonémie, tes taux de cétone avec un lecteur, parce que pour l'instant, ce que tu me décris, c'est plus un régime low carb. Oui, On c'est n'est ça, pas tout à sûr fait. que tu sois en cétose. Et or, la différence entre le low carb et la cétose, c'est que quand tu es en low carb, tu as une petite quantité de glucides, donc ton organisme apprend à fonctionner avec plus de graisse. Par contre, l'avantage du cétogène par rapport au low carb, c'est qu'il y a tellement peu de glucides que ton foie fabrique des cétones qui, eux, sont un carburant disponible pour ton cerveau, parce que ton cerveau ne sait utiliser que les glucides comme carburant et pas les graisses. Or, il sait aussi utiliser les cétones, d'où l'intérêt en fait du régime cétogène par rapport au régime low carb. Mais par contre, le plus important, c'est si toi tu te sens bien comme ça, ne touche à rien, parce que c'est ça le plus important, c'est comment toi tu te sens. C'est pas ce que la science te dit, c'est toi. On est tous différents, il y a plusieurs métabolismes différents. Toi, tu te sens bien comme ça, génial. Ne touche à rien, continue comme ça, explore. Par contre, si tu as envie d'explorer,
Mais ne te dis pas que c'est parce qu'on t'a dit ça que ça fonctionne mieux, que ça va mieux fonctionner pour toi. Explorer, c'est génial. Moi, j'adore explorer. C'est pour ça que je teste tout ce que je dis et que le régime cétogène, je l'ai entamé. C'est parce que je voulais comprendre ce que les gens ressentaient. Et voilà. Si j'ai un copain que j'ai mis au régime, enfin, qui s'est mis avec mon aide au régime cétogène, il n'y a pas réussi. Par contre, il est resté sur du low carb et il se sent nettement mieux comme ça. Donc, on touche à rien. On continue comme ça. Donc voilà. Donc la place des glucides, c'est vrai que pour le sportif d'endurance, les glucides ont une place particulière. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est périodiser et utiliser les glucides dont j'ai besoin. C'est-à-dire que si je vais faire un footing en endurance, je n'ai pas besoin de glucides, je n'ai pas besoin de me gaver de glucides avant parce que mon corps il va fonctionner avec des lipides. Alors juste pour mémoire, notre corps est hybride, il fonctionne avec des graisses. Enfin, il trouve son énergie à propos avec des graisses et avec des glucides. Alors, dans les régimes, on vous parle des calories aussi, enfin des protéines qui donnent des calories aussi, mais c'est une erreur. Les protéines, c'est une calorie de secours. On va pas brûler la maison pour avancer, c'est une calorie de secours. Donc pour moi, les calories, je les mets jamais dans, enfin les protéines, je les mets jamais dans les calories. D'accord? C'est deux choses à part. Donc voilà. Donc tu fonctionnes avec un mélange de carburant qui est les graisses et les glucides. Les graisses sont disponibles. Pas très rapidement, mais par contre stocke énormément de calories parce que c'est pour 1 gramme de graisse, tu as 9 kilocalories, alors que pour les glucides, c'est 4 kilocalories par gramme. Du coup, c'est là que tu vois que notre organisme est bien fait. Il a appris à stocker des graisses parce que c'est un rapport économie-poids qui est très intéressant. Donc voilà, donc notre mélange, plus tu vas en intensité basse, plus c'est des graisses. Plus tu vas à intensité élevée, plus c'est des glucides et moins c'est des graisses. Donc, si tu fais un footing, tu es dans la zone basse intensité, t'as pas besoin de glucides, ou très peu, t'as pas besoin de te gaver de glucides avant, tu manges un petit peu, et là, tu vas consommer beaucoup de graisse. Par contre, si tu veux faire du fractionné, tu as besoin d'un peu plus de glucides. Donc là, tu peux manger un peu plus de glucides avant et pendant. D'accord? Et c'est le problème du régime cétogène, c'est que les gens, ils n'arrivent pas forcément à accélérer et le fractionné est plus difficile pour eux. Si ça ne te gêne pas dans ta vie de tous les jours, c'est très bien. Si ça te gêne dans ta vie, il faut retrouver une autre solution. Donc, mon truc, c'est de périodiser. J'ai besoin ou j'ai pas besoin? Si j'ai besoin, je peux manger des glucides. Si j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de me gaver. Et en fait, je regarde un petit peu comme ça à chaque fois. Et c'est pareil, tu peux jouer sur la récupération de la même façon. Je me suis entraîné. Demain, ça va être de l'endurance. J'ai pas besoin de me faire une session de récupération phénoménale. Je vais me faire une petite séance d'endurance demain. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'imaginer avaler les carburants dont j'aurais besoin. D'accord? Et tu peux jouer sur cela parce que en fait, une des adaptations que tu vas favoriser à l'endurance va passer par la baisse du glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est l'espèce d'amidon que nous on fabrique. C'est notre réserve de glucides que tu as dans le muscle et dans le foie. Si tu baisses le glycogène musculaire, on ne sait pas exactement jusqu'à combien, mais probablement autour de 50%, tu vas déclencher les adaptations biochimiques. Donc, tu déclenches la baisse du glycogène, c'est un signal adaptatif, les signaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la baisse du glycogène, c'est un signal adaptatif qui organise toute une cascade de réactions chimiques, biochimiques adaptatives qui font que tu vas produire plus de mitochondries, plus de matériel pour utiliser les graisses, donc plus d'enzymes pour utiliser les graisses, donc tu deviens capable d'utiliser plus de graisses. Si tu manges tout de suite derrière, donc ta ration de récupération, ton glycogène il remonte et donc tu stoppes ces adaptations. Si tu ne manges pas derrière, le glycogène musculaire reste en bas et donc les adaptations perdurent. Et alors, si tu veux faire encore plus fort, tu t'entraînes encore juste après, tu laisses passer 4 heures, 5, 6, 7 heures sans manger. Donc, tes adaptations, elles persistent, elles continuent à se développer, et tu te réentraînes dessus sans avoir mangé. Donc, encore plus fort que l'entraînement à jeun. Et là, tu vas déclencher encore plus de réactions adaptatives. C'est ce qu'on appelle l'entraînement à glycogène bas. Et tu as 2 façons de faire. Soit tu as le bi-quotidien, je m'entraîne le matin, je mange pas, je m'entraîne le soir, et après je remange. Et tu as le sleep low, où je m'entraîne le soir, je baisse mon glycogène musculaire, je déclenche les adaptations, je passe toute la nuit sans manger, je mange pas de ration de récupération, les adaptations se passent toute la nuit, et le lendemain matin, je m'entraîne à jeun.
et là, je déclenche des réactions adaptatives. Et donc ça, c'est une méthode qui s'appelle l'entraînement à glycogène bas, qui te permet d'approcher les adaptations que tu obtiens avec la cétose, sans production de cétone. Enfin, il y a un peu de production de cétone, mais pas suffisamment. Que tu laisses perdurer, que tu peux utiliser à l'entraînement si tu veux pas faire un régime drastique. Alors avec cette méthode, le principe en fait, c'est de périodiser ta prise des glucides. Tu en manges autant que d'habitude, mais simplement tu les répartis autrement autour de l'entraînement de façon ciblée. Et donc là, tu vois, tu peux jouer en fait finalement avec tes glucides. Tu peux les périodiser. J'en ai pas besoin. Je veux le baisser parce que je veux déclencher des adaptations. Et donc tu te rends compte finalement que ton alimentation, c'est à la fois le support de tes efforts, mais c'est aussi un outil pour améliorer tes efforts. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant de voir à quel point tu peux jongler entre les outils et vraiment, comme tu prenais l'exemple dans ton livre d'une voiture hybride qui est capable de travailler avec deux carburants, à quel point tu peux justement taper sur l'un ou sur l'autre en fonction des besoins énergétiques de ton corps. J'avais pas conscience que tu pouvais avoir une telle flexibilité au cours de ta semaine, au cours de tes entraînements et avoir ce niveau-là de jeu et de réglage. Euh, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais au début, déjà sur l'exploration, je trouve ça hyper intéressant. Moi-même, je me considère comme un explorateur du potentiel humain et je fais énormément d'expériences sur moi. Et donc, par rapport au régime, j'en ai testé plein. Et tu vois, par exemple, je te parlais du gluten tout à l'heure. Enfin, j'en ai testé plein des régimes. C'est pas un vrai terme. J'ai testé plusieurs orientations alimentaires, dirons-nous plutôt, ou plusieurs réglages de mon alimentation, parce que ça n'a jamais été des régimes dans une volonté de perdre du poids ou autre. Et du coup, par exemple, par rapport au gluten, tu vois, j'ai jamais trop cru à cette. Enfin, c'est pas une question d'y croire ou pas d'ailleurs, mais je me suis pas laissé convaincre par cette espèce de grosse mode qu'il y a eu à un moment de l'anti-gluten, etc. Mais par hasard, en essayant de me rapprocher d'un régime paléo-moderne, on va dire, puisque le paléo réel n'existe pas, donc d'un régime paléo-moderne, et ben j'ai éliminé par état de fait, et par état de conséquence, tout ce qui est pain et tout ce qui est pâtes, etc. Donc le gluten. Et je me suis aperçu que je me sentais beaucoup mieux. Et parfois, étant donné que je garde une certaine flexibilité en dehors de mon cercle, enfin en dehors de ma vie chez moi, lorsque je sors dehors, je vois des amis, etc. Il m'est arrivé de remanger du pain et de m'apercevoir que directement j'avais quand même plus de mal à le digérer et que ça allait, tu vois, mon corps arrive quand même à le métaboliser, mais je sens que ça me fait pas du bien, tu vois. Et donc c'est comme ça que je me suis aperçu que peut-être j'avais pas une grande affinité avec le gluten. Tout ça pour en revenir au fait que la nutrition elle est quand même très très individuelle et que c'est important de tester, d'expérimenter. J'ai conscience que je suis plutôt en low carb qu'en cétogène et c'était un choix pour plusieurs raisons. La première c'est que je fais pas mal de sport de force en ce moment et il me semblait plus intéressant de garder une part de glucides dans mon alimentation. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que quand j'ai calculé un peu la quantité de calories que je devrais consommer sous forme de graisse, j'avais pas envie de me gaver d'huile de coco, ce genre de choses. Et donc, je trouvais que ça me permettait aussi de garder un équilibre correct. Et voilà. Et puis, j'avais pas conscience de ce que tu me disais par rapport au cerveau. Donc, je me disais que... et puis d'ailleurs, pour l'instant, je le ressens pas. D'ailleurs, ça va me permettre d'introduire le troisième point qui relie ce que tu disais. Mais que du coup, en étant en low carb, potentiellement, je créais pas de cétose donc, mon corps ne crée pas de cétose, De cétone. de cétone, voilà, c'est ça exactement. Merci pour ton aide. De cétone pour nourrir mon cerveau et que du coup, comme j'avais peu de glucides, peu de glycogène, il serait peut-être affamé, donc moins productif, donc avec des capacités cognitives plus faibles. Donc c'est un point intéressant à observer. Et quoi qu'il en soit, pour revenir aux spécificités individuelles, j'avais notamment parlé avec le docteur Mouton, qui fait de la médecine fonctionnelle. Il a un diplôme de médecin et puis il a créé une externalité avec une approche plutôt basée sur la prévention que sur la médecine allopathique. Et notamment, il fait un peu de génomique dans son travail et il teste notamment la variante ApoE. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, qui a trait à la façon dont tu métabolises les lipides, notamment et le cholestérol. Et donc la variante E4 est une variante qui fonctionne peu ou mal avec les graisses saturées et beaucoup mieux avec justement les glucides, etc. Donc, tu auras plutôt tendance à avoir un régime omnivore en évitant les graisses saturées en E4. Alors qu'à l'inverse, une variante E2 est hyper bien adaptée au régime cétogène. Et la variante E3 serait plutôt adaptée à un régime low carb, justement. Et ce que je trouve intéressant par cette analyse, c'est que déjà, ça remet en perspective la notion d'individualité.
Et d'autre part, ça pourrait être un facteur qui explique que, comme tu le disais, le régime cétogène fonctionne hyper bien pour certains athlètes et pas du tout pour d'autres. Oui, tout à fait, ça colle avec. Alors, mais alors, c'est une bonne voie. Alors, ça me pose souci parfois, c'est que ça peut te faire priver toi de choses dont tu aimes et te remettre un autre carcan dans lequel tu vas te retrouver bloqué par ta génomique. Alors que finalement, peut-être que tu fonctionnerais bien autrement. Je pense que ça peut te donner une voie, mais il faut pas rester bloqué dedans. Et surtout, il faut rester à l'écoute de ce que toi tu dis. Et puis d'ailleurs, je t'ai dit que tu étais peut-être plus en low carb, mais on sait que c'est individuel. Il y a des gens qui auront besoin de manger moins de 30 grammes pour être en cétose. Et d'autres, ils peuvent manger jusqu'à 100 grammes de glucides et rester en cétose. Donc peut-être que tu es en cétose. Simplement, ce qu'il faut, c'est le mesurer. Et c'est, oui, bien sûr, on a une totale individualisation à faire. Rester à l'écoute de son organisme. En fait, finalement, tu vas essayer de trouver le compromis entre ce que tu aimes manger, ce qui te fait du bien et comment tu réagis. Euh, et voilà, moi j'étais déjà tombé sur des régimes un peu, je sais plus lequel, je disais que j'avais plus le droit de manger des huîtres. Oh, j'adore manger les huîtres, tu vas pas m'empêcher de manger des huîtres. Et tu vois, me retrouver bloqué par un truc comme ça, je suis un peu limité. Enfin, ça me chagrine un petit peu. Après, en tirer un bénéfice, oui, voilà. Enfin, essayer de s'approcher de ça, c'est pareil. Moi, je mange pas paléo, mais tu peux essayer de t'approcher de ce que tu dois faire, de ce qu'on pourrait faire. Et t'approcher, ça t'offre des bénéfices. Donc, faut aussi pas être totalement exclusif. Je pense qu'il faut garder une certaine liberté dans ce que tu fais, mais c'est comme toi quand tu sors manger au restaurant ou voilà, tu t'offres une certaine liberté. Ne serait-ce que pour l'importance sociale que ça revêt, parce que être dogmatique et rigide dans son régime alimentaire, ça te ferme aussi potentiellement d'un tas d'expériences sociales qui par ailleurs ont aussi plein de bienfaits déjà pour ton bonheur et par extension pour ta santé. Et Ouais. d'ailleurs, dans une logique de santé un petit peu plus générale, donc si on défocus, est-ce que tu penses quand même que malgré tout, la population générale aurait plutôt intérêt à diminuer la part des glucides dans leur alimentation ou pas spécialement? Ah, les sédentaires, oui, on en mange trop. Oui, oui, les sédentaires, c'est sûr. Le problème des sédentaires, souvent, c'est que ils mangent trop de féculents, pas assez de légumes, pas assez de fruits, mais ils n'ont pas d'éducation. Enfin, ils n'ont pas d'éducation. On leur a pas offert une éducation nutritionnelle suffisante. Une bonne part de mes collègues médecins n'y connaissent rien. Euh, euh, Moi, ma fille, j'ai regardé un peu les cours de nutrition qu'elle a eu en primaire. C'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique. Et les Français, on leur a encore inculqué manger du lait à chaque repas, enfin, manger des laitages à chaque repas, manger des céréales à chaque repas. Mais non, il y a des moyens de faire autrement. Il y en a une bonne partie, tu leur dis ne mangez pas si on leur dit mangez pas de pâtes, ils savent plus quoi manger. Mais c'est vrai que si on revient sur le gluten, c'est pareil. Le gluten, en fait, t'as les deux extrêmes. T'as ceux qui sont, moi, je mange du gluten, tu vas pas m'empêcher de manger des pâtes. Et puis t'as même certains médecins célèbres qui te disent, oh là là, le régime sans gluten, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Tu peux faire autrement que de manger du blé. Tu peux remplacer. Alors, tu n'auras pas de pain, mais faut pas faire. Alors, le problème, c'est que si tu fais un régime sans gluten, faut pas manger d'ersatz. Parce que si tu manges un ersatz, enfin, en général, c'est pas bon parce que tu mets des mauvais produits dedans pour réussir à compenser et approcher. Donc, tu C'est manges quoi pas un ersatz? d'ersatz. Comment? C'est quoi un ersatz? C'est un produit fait pour devenir la même chose. Donc, tu manges pas de pain sans blé. D'accord, ok. Voilà. Tu manges pas de riz sans riz, quoi. Enfin, euh, donc, il faut pas remplacer un aliment sans gluten par un autre censé approcher. Bon, bah, si tu manges pas de gluten, tu manges pas de pain. Il y a très peu de pains qui sont, tu n'auras jamais du pain sans gluten qui est bon. Tu vas être obligé de mettre de la farine de riz, tu vas être obligé de mettre de la farine de maïs, de machin. Enfin, tu n'auras pas quelque chose qui soit bon.
Par contre, si tu remplaces par des lentilles, c'est tout à fait efficace. Tu peux remplacer par des patates douces, des lentilles. Tu peux remplacer ton pain par des galettes de sarrasin. Tu peux remplacer tes pâtes par des pâtes au sarrasin que tu fais toi-même. Si tu cuisines toi-même, plutôt que d'acheter des trucs qui coûtent une blinde dans un supermarché qui te vend des produits surfaits de très mauvaise qualité et qui coûtent 2 fois plus cher parce qu'ils sont sans gluten, voilà. Tu peux manger vrai. En fait, ce qu'il faut, c'est manger vrai. En fait, le paléo, il mangeait quoi? Il mangeait vrai. Des vrais aliments dont tu t'occupes toi, que tu prépares, que tu cuisines toi-même et qui sont pas ultra transformés. Et en fait, c'est ça le principe. Et c'est ça qu'on devrait leur apprendre aux gens. Et donc la plupart, bah voilà, ils vont aller au McDo, ils vont manger un verre comme ça de Coca, une assiette de frites comme ça. Et donc, ils n'ont pas conscience parce qu'on leur a pas appris, parce qu'on n'a pas pris le temps de leur apprendre. Parce que moi, dans mes années de fac à la médecine, on m'a rien appris en nutrition et on n'a pas appris ça. Et donc, il faut et puis tu te rappelles la pyramide alimentaire, hein, la base c'est les céréales. Non, la base de la vraie pyramide alimentaire C'est les santé, légumes. c'est les légumes et les fruits. D'accord. Et puis surtout, moi, je me suis rendu compte. Alors, l'avantage du sport, c'est que les gens ils veulent performer et en fait, ils viennent à la nutrition par le sport et ils ressortent avec des bons conseils pour leur santé. D'accord. Et moi, je trouve que c'est un très bon moyen et c'est comme ça que je suis venu en fait. Hein, c'est un très bon moyen d'attraper les gens. De toute façon, c'est la même alimentation quasiment. Je les fais bien manger pour leur performance et je les fais bien manger pour leur santé. D'accord. C'est comme ça que j'y suis venu. Le problème, c'est que quelqu'un à qui tu veux faire bien manger et qui n'a pas envie, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce qu'il va retomber dans ses travers. Moi, je me rappelle d'une athlète qui m'a dit, elle ne voulait pas de conseils nutrition, elle m'a dit, j'ai fait une compète nulle, je veux progresser, qu'est-ce que je peux faire? Alors, comme ça m'arrivait souvent de manger avec elle, j'ai dit, bah déjà, on va commencer par mieux manger, parce que c'est la base. Et là, tout de suite, elle m'a dit, ah bah non, je sais que tu allais me parler de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Bah oui, mais c'est la base. C'est la base. Donc, je pense qu'il faut tout revoir, refaire cette pyramide, et puis surtout comprendre que bien manger pour sa santé, bien manger pour ses performances, c'est agréable. Il y a du goût. On va pas manger que des pâtes, on va pas manger que des machins. Il y a des couleurs, il y a des légumes partout. Moi, je vois pas un repas sans légumes. Euh, J'arrive pas à l'imaginer. En fait, il faut réapprendre aussi à cuisiner et avoir des couleurs, des assiettes qui sont agréables et qui donnent envie de manger. Et pareil, la même chose. Euh, Quand tu vas au restaurant, tu commandes une viande, un poisson, mais tu commandes pas les légumes. Et on te met quoi à côté? On te met 2 légumes pourris ou alors machin. Et en fait, l'assiette, elle est pas centrée sur les légumes. En fait, elle devrait être centrée sur les légumes. Euh, les recettes dans les livres, c'est des recettes de viande, de poisson, de machin. Il y a pas énormément de recettes de légumes. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait réapprendre aux gens. C'est les légumes, c'est bon. Alors pareil, je dis ça à des enfants, à des gamins, des ados. Je dis mais faut que tu arrêtes de manger des pâtes. Les légumes, c'est bon. On me dit ah non, les légumes, c'est pas bon. Ah bon? Et je lui dis et les pâtes, comment tu les manges? Ah bah je mets de la sauce tomate dessus. Ah tu vois, tu manges pas tes pâtes toutes seules. Alors pourquoi tu manges tes légumes tout seul si tu les assaisonnes pas? Forcément, t'as pas le même goût. Et donc en fait, si tu veux, ils imaginent pas manger des pâtes seules parce que tu rajoutes quelque chose pour donner du goût. Alors que si tu prépares les légumes de la même façon, alors pas forcément avec de la sauce tomate, mais tes légumes, tu prépares une bonne sauce avec, que tu fais quelque chose pour le rendre attirant, eh ben ça va mieux se passer. Mais ça, c'est une éducation à longue haleine. Et le problème, c'est que il faut pas qu'ils retombent sur leur travers à la maison. Tu vois, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que vu de l'extérieur, il y a des gens qui pensent que bien manger, c'est une nourriture, c'est une alimentation sans plaisir, sans goût, etc. Alors qu'en réalité, moi, mes assiettes, elles sont pétillantes de couleurs, de saveurs différentes, etc. Et puis on se régale, tu vois. Et pour autant, elles sont hyper saines. Mais après, comme tu le dis, c'est un problème d'éducation et puis on a tendance aussi à se construire par des modèles. Et si on a toujours vu nos parents fonctionner ou préparer l'alimentation d'une certaine façon, ben, on va avoir tendance à le reproduire pour nous-mêmes et puis pour nos enfants. Et comme tu le dis, tu vois, de la même façon dont on se construit par des modèles de gens physiques, on se construit aussi par ce qu'on voit autour de nous. Et si quand tu sors de chez toi, et ben au restaurant, t'as un truc centré sur la viande, sans légumes, et que dans les lignes de cuisine c'est la même chose, c'est clair que ça t'encourage pas du tout à revoir ta façon de t'alimenter. Et sur la partie, t'as parlé des produits laitiers rapidement en disant qu'avant on conseillait de manger des produits laitiers à chaque repas. Et justement dans le régime cétogène, il y a un peu aussi
cette espèce de petit hack pour avoir ton quota calorique, etc., d'ajouter pas mal de graisses, notamment des graisses saturées, tu vois, avec l'huile de coco, des produits laitiers bien gras ou entiers. Qu'est-ce que tu penses justement des produits laitiers et des graisses saturées qui ont été Alors, décriés pendant tout un moment et qui aujourd'hui reviennent un petit peu en grâce par certaines personnes, tu vois, qui conseillent de manger du beurre, d'avoir une belle viande bien persillée et de manger la peau du poulet grillé, qui pendant tout un temps était considéré comme hyper cancérigène. alors là, il faut aborder les choses de deux façons. Effectivement, quand tu es au régime cétogène, tu es obligé de compenser en ayant plein de graisse, d'accord? Donc 70% à peu près, hein, de tes calories. Donc là, il va falloir que tu trouves des solutions. Donc effectivement, tu vas être obligé de passer un peu par le beurre, par les graisses, par l'huile de coco, par les graisses saturées. Tu es obligé de compenser là-dessus. Donc là, il va falloir que tu trouves. Pour un régime, on va dire classique, quand je dis mon régime classique, c'est pas le régime de tout le monde, c'est le régime plutôt, on va dire, méditerranéen, quoi. Là, moi, ce que je dis aux gens, c'est vous avez besoin de toutes les graisses, que ce soit des acides gras saturés, des monoinsaturés ou des polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6, vous avez besoin de toutes ces graisses-là. Donc, on va pas les éliminer, on va en éliminer aucune, elles sont toutes utiles, votre corps, il en a besoin. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans notre alimentation moderne, vous avalez trop de graisses saturées et trop d'oméga 6, qui sont une sorte d'acides gras polyinsaturés. Et ces deux acides gras en excès ont des effets délétères pour votre santé. D'accord ? Par exemple, les oméga 6 favorisent le stockage des graisses et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Ils favorisent une inflammation excessive. L'inflammation excessive, c'est source de cancer, de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes. D'accord ? Et on n'a pas assez d'oméga 3, surtout, et les oméga 9, c'est-à-dire les monoinsaturés, ça va à peu près. Donc, en fait, il faut réorganiser votre ration lipidique quotidienne. Donc, on va diminuer les oméga 6. Les oméga 6, on les trouve dans l'huile de tournesol. Ça tombe bien, il n'y en a plus en ce moment avec la crise. Moi, ça ne me pose pas de souci qu'il n'y ait pas d'huile de tournesol. On va éviter les viandes trop grasses puisqu'elles sont riches en oméga 6. Le problème des viandes trop grasses, c'est qu'elles sont élevées avec du maïs qui est riche en oméga 6. Donc, ces viandes-là, elles fabriquent des oméga 6. D'accord ? Donc, la peau de ton poulet qui est élevée au maïs, donc ton poulet jaune qui est élevé au maïs, en fait, il est hyper gras, il est hyper riche en oméga 6. Même le D'accord ? poulet bio? Bah oui, s'il est grainé, si tu lui donnes du maïs bio, bah, il y a quand même des oméga 6 dedans. Oui, non, non, je me disais qu'ils avaient peut-être un mélange de graines, parce que tu sais, moi j'ai des Après, il poules faut chez voir. Mais moi en fait, si tu veux qui un font leurs poulet, propres œufs, et du coup je leur donne un mélange de graines, elles ont notamment des graines de lin, etc. alors voilà, mais comme tu leur donnes des graines de lin, elles fabriquent des oméga 3 parce que les oméga 3 sont riches en graines de lin. Les graines de lin sont riches en Oui, oméga 3. D'accord? Mais si tu leur donnes du maïs bio, bah, elles vont fabriquer des oméga 6. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est limiter les graisses saturées, donc la viande et les laitages. Limiter les oméga 6, c'est limiter la viande et les laitages, et les huiles riches en oméga 6. Favoriser les huiles riches en oméga 3, huile de colza, huile de lin. Par contre, les oméga 3 se conservent mal à la température, ne supportent pas la chaleur, donc pas de cuisson, et supportent mal la lumière et l'oxygène. Donc, c'est des huiles à consommer rapidement, colza et lin, surtout le lin est très riche. Et les oméga 3, les monoinsaturés, donc on en trouve dans le colza et dans l'huile d'olive et dans les amandes et les noix. Oméga 9. Ouais, oméga 9, les monoinsaturés. Donc, et l'avocat aussi. Donc, on diminue les viandes et les huiles riches en oméga 6 et on ressent plus d'oméga 3, donc le poisson, l'huile de colza, l'huile de lin. Et en fait, ça nous permet de rééquilibrer. Mais par contre, il n'y a aucune graisse qui est inutile. Il n'y a aucune graisse qu'il faut éliminer. Et donc, pour revenir, je t'avais dit oméga 6 pro-inflammatoire et favorise le stockage des graisses. Les oméga 3, c'est l'inverse. C'est anti-inflammatoire et ça favorise l'utilisation des graisses. Mais du coup, dans le régime cétogène, comme tu le disais, tu as bien fait le distinguo entre les deux. Étant donné que tu manges beaucoup plus de graisse, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va un petit peu à l'encontre de la santé? Alors, tu es dans un mécanisme un peu différent.
effectivement, tu peux te retrouver avec des modifications du profil lipidique, mais en fait, tu as un petit peu moins d'inflammation éventuellement si tu manges moins de glucides, parce que les glucides en excès sont pro-inflammatoires. On sait que l'excès d'inflammation, alors je te parle pas d'une inflammation très importante, mais l'excès, on parle d'inflammation de bas grade. Un excès d'inflammation de bas grade permanent, ça favorise les cancers et les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. Donc, c'est vraiment important de manger beaucoup d'oméga 3 justement pour ça. Donc, oui, effectivement, il faut faire attention dans ton choix des graisses quand tu fais un régime cétogène. Mais quand tu rentres dans un régime cétogène, d'ailleurs, il ne parle pas de régime, mais plutôt d'alimentation cétogène, il faut vraiment avoir des connaissances nutritionnelles pour choisir les bons oméga 3, de choisir les graisses saturées pose moins de soucis, parce qu'en fait, tu as des huiles, quand tu prends l'huile de coco, par exemple, elle est riche en triglycérides à chaîne moyenne, les TCM, et qui sont vite utilisés tout de suite et pas stockés. En fait, ils sont utilisés tout de suite, qui posent moins de soucis. C'est vrai que pour l'instant, sur cette partie cardiovasculaire, on va dire, du régime cétogène, on n'a pas encore la réponse définitive. On n'a pas encore la réponse définitive là-dessus. Ok. Bon, on a fait une grosse passe sur la partie alimentation. Merci, c'était hyper intéressant. Je reviens un petit peu sur ta pratique de l'ultra, des Ironman, pour parler un petit peu de l'aspect mental. Donc, est-ce que tu pourrais déjà rappeler les distances d'un Ironman et m'expliquer un petit peu quelle stratégie tu mets en œuvre pour être capable de soutenir un effort comme ça pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures pour les plus longs ou même plus. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Et comment est-ce que tu arrives à aller au-delà d'une forme de mur, à un moment où tu sens que tu n'as plus d'énergie, que tu penses que tu as atteint tes limites? Comment est-ce que tu arrives à te dépasser pour aller vraiment puiser au fond de tes ressources? Alors, donc les distances d'un Ironman, c'est 3 km 800 de natation, 180 de vélo et un marathon, donc 42 km pour finir. C'est bien au-delà de 8 heures, hein, parce que les meilleurs, ils mettent juste en dessous de 8 heures. Ok. Moi, mon record est à 10 heures. Je fais aussi l'ultra trail, donc des distances qui vont de 60 à 70 à 160 km de trail, donc en montagne, avec entre 3 et 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est des épreuves que j'ai mis combien de temps jusqu'à 36 heures, 48 heures parfois. Je crois que j'avais mis 36 heures, moi. Sur quoi? Sur la Diagonale des Fous, quelque chose comme ça? Sur la Diagonale des Fous, j'ai pas fini parce que je me suis mal organisé. J'ai fait le 100 miles Sud de France, donc c'était une course qui parle de Font-Romeu, qui suit le GR jusqu'à Argelès-sur-Mer, qui est une course beaucoup moins connue, mais qui est vraiment très agréable dans un endroit qui est fabuleux. Tu te passes en travers du pic du Canigou et tout. C'est vraiment une très belle course. Bon, t'es en chemin, c'est que du chemin, hein. Et donc là, voilà. Alors sur ces trails-là, ce qu'on fait facilement, c'est en fait visualiser simplement l'étape d'après. D'accord? Tu visualises, tu passes d'un ravitaillement à l'autre. Tu dis pas, je vais arriver à Argelès, tu dis, je vais au prochain ravitaillement. Tu découpes pour que visuellement, ça sera plus simple. Sur un Ironman, donc tu commences par la natation. Bon, là, tu en as pour un peu plus d'une heure ou un peu moins d'une heure, ça dépend de ton niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui pose pas de soucis. Le vélo est un peu plus long. Je coupe alors parfois c'est en boucle, c'est plus simple. Tu fais une première boucle, une deuxième, donc tu te focalises sur focalises sur quelque chose qui est plus accessible en fait. Et sur le marathon, en fait, souvent tu as des boucles. Et si t'as pas des boucles, moi je me divise ça je règle ma montre en fait pour avoir des autolaps tous les 10 km 5. Alors si c'est des boucles, bah je règle sur la distance de la boucle, mais sinon voilà, pour me focaliser sur quelque chose de plus court et plus accessible, quoi. Courir 10 km, c'est rien. Tu peux te concentrer sur 10 km, c'est pas long. Après, avec les distances que je fais, et comme d'autres, on a une vision un peu tronquée des choses. Moi, ça m'est arrivé de poser le vélo après 180 km et de me dire, ah, c'est génial, il me reste plus qu'un marathon à courir. Ouais. Et ça m'est arrivé sur un trail de 80 km d'arriver au 60e, enfin au 59e, et de me dire, ah, génial, il me reste plus qu'un semi-marathon à courir, je vais pouvoir accélérer, je vais envoyer. Alors que, bon, pour le commun des mortels, déjà un semi-marathon, c'est long. Mais bon, après, on a une vision un petit peu tronquée. Alors, il y a aussi, t'as aussi des mauvaises passades, quoi. T'as aussi des moments qui sont difficiles. Donc,
c'est aussi l'expérience. Moi, je sais que par exemple, à partir du 90e kilomètre à vélo, je vais avoir un moment où j'ai ma puissance moyenne qui va baisser. Donc, je l'anticipe. Et je prends un gel caféiné à ce moment-là. En fait, je prends un peu de caféine avant parce que on sait que ça va permettre de lutter un petit peu contre ce phénomène de baisse. Et puis, tu profites de la foule. Moi, je suis toujours en train de sourire. Alors, il y a des techniques qui te permettent de surpasser ça, en fait, qui ont été prouvées scientifiquement. C'est de sourire. En fait, le fait de sourire, et je sais pas si tu as vu Kipchoge quand il a fait son record du marathon, là, le sub 2 heures, qui est pas un record du marathon, mais un record de la distance marathon, et il souriait régulièrement parce qu'on sait que l'expression faciale améliore les performances. On sait que la musique améliore les performances. On sait que se parler, l'autodialogue interne, se parler, se tutoyer, par contre, il faut se tutoyer, te dire, t'es beau, t'as une belle allure, tu cours bien et tout, tu te sens bien, c'est vraiment magnifique. Et ça t'aide. Alors, c'est chacun un peu son mantra. Et ça te permet d'améliorer. En fait, si tu veux, sur la performance en endurance et la fatigue, il y a 2-3 théories qui se complètent, qui sont un peu les mêmes. Donc, la première théorie, c'est la théorie du gouverneur central. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette théorie. Pas du tout. Donc, la théorie du gouverneur central, c'est une théorie qui a été inventée par Tim Noakes. Tim Noakes, c'est un chercheur sud-africain qui est très connu pour avoir avoir publié beaucoup. Et donc, selon lui, le corps, et c'est hérité encore des chasseurs-cueilleurs, tu vas voir, c'est encore quelque chose qu'on a hérité de nos chasseurs-cueilleurs et donc de notre patrimoine. Donc en fait, notre cerveau, inconsciemment, selon cette théorie, perçoit toutes les informations que tu as autour de toi. Il perçoit la température extérieure, il perçoit ta température interne, il perçoit l'état de tes stocks de glycogène, il perçoit l'oxygène dans ton sang, il perçoit l'acidité de ton sang, il perçoit tout ça. En fonction de ta motivation, des personnes qui sont devant toi, de ta connaissance de la durée de la course, de ta connaissance du terrain, de ton expérience passée, il va moduler ton effort. Et donc, il va recruter le nombre de fibres musculaires adaptées à cette intensité d'effort. C'est ce qui fait que pour un marathon, tu sais à peu près à quelle intensité partir. T'as pas besoin qu'on te guide. Si tu es expérimenté, tu sais à peu près à quelle intensité tu peux partir et tu sais à peu près réguler ton effort pour tenir jusqu'à la fin du marathon. Et en fait, c'est issu de notre passé de chasseur-cueilleur parce qu'il fallait que nous, on arrive en sécurité après avoir chassé. Donc, il fallait ne pas exploiter nos réserves au-delà pour pouvoir sprinter s'il y avait un tigre à dents de sable qui est derrière toi. D'accord ? Donc, ça, c'est la théorie du gouverneur central. Et c'est pour ça que quand tu t'entraînes au seuil, je sais pas si c'est en zone 2 dont on parlait tout à l'heure, c'est difficile, ça fait mal, t'as pas envie. Pourquoi ? Parce que notre organisme, il sait que à cette vitesse-là, il va consommer beaucoup de glycogène et qu'il va lui rester peu de réserve. Et donc, il sait qu'il se met en danger. Et donc, il va éviter cette zone 2 qui est pénible en te laissant aller en zone 1, si tu es à l'écoute de ton corps et si tu es un chasseur-cueilleur qui a appris ça. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'avec cette théorie du gouverneur central, elle explique que quelqu'un qui percuter le mur du marathon au 32e kilomètre, qui n'arrivait plus à courir, qui courait à peine, est capable de sprinter sur les derniers 500 mètres du marathon. Parce que, en fait, il arrive à la maison et il sait qu'il n'y a plus de danger. Donc, le frein se lève. Et le gouverneur central dit, c'est bon, tu vas arriver à la maison, plus de danger, tu peux accélérer. Donc ça, c'est la première théorie, qui est celle du gouverneur central. Il y en a une autre qui s'est construite un peu en opposition, mais finalement qui revient un peu au même. Et en fait, la différence, c'est la théorie de Samuele Marcora, qui est un chercheur italien. Et lui, c'est le modèle psychobiologique de la performance en endurance. Donc lui, ce qu'il a imaginé, c'est que, en fait, toutes les informations que tu perçois, la chaleur extérieure, l'intensité de l'effort, l'acidité, la douleur dans les muscles, quand tu as cassé tes fibres musculaires parce que tu as couru longtemps, ton cerveau le perçoit et le transforme en pénibilité de l'effort. D'accord ? Quand tu as mal aux jambes, c'est une pénibilité de l'effort. Quand tu es essoufflé, que tu respires vite, c'est une pénibilité de l'effort. Et en fait, c'est l'échelle RPE, Rate of Perceived Effort. Et en fait, ça va être mis en balance, donc ça va augmenter ta perception, ta pénibilité de l'effort, et c'est mis en balance avec des expectatives. La durée de l'effort qui reste, que tu sais, ton expérience, et
Et ta motivation, s'il y a une médaille olympique derrière, tu vas pas courir avec aussi vite que si tu gagnes le saucisson du quartier. D'accord? Et donc, mis en balance, c'est tant que ma pénibilité de l'effort est inférieure à mes expectatives et à ce dont je vais m'attendre, je peux continuer à m'exercer. Si ma pénibilité de l'effort, elle est au-delà, je vais être obligé de ralentir ou de m'arrêter. D'accord? Donc la différence avec le modèle précédent, c'est que là, c'est consciemment, c'est la pénibilité de l'effort qui est centrale. Et alors, il y a une troisième théorie qui est de Grégoire Millet, qui est un chercheur français, lui qui reprend à peu près la théorie du gouverneur central. Lui, c'est le flush model, c'est le modèle de la chasse d'eau. Et en fait, la pénibilité de l'effort, c'est un peu un mélange des deux en fait. Il ajoute au premier modèle, c'est qu'il peut y avoir une défaillance périphérique. Je te parlerai de la défaillance périphérique juste après. Et donc, la chasse d'eau se remplit, c'est l'équivalent de ta pénibilité de l'entraînement, enfin de la séance, de l'effort, par tout ce qui t'arrive. La chaleur, l'acidité, la baisse du glycogène musculaire, les douleurs dans les jambes. Et quand ça dépasse un certain seuil, tu t'arrêtes parce que tu as surpassé l'acceptable, un peu comme le niveau sur le modèle précédent. Et ce qui fait baisser ta chasse d'eau, c'est le repos, par exemple. Et la caféine peut faire ralentir un peu l'élévation de l'eau dans le modèle. Et ces trois-là, finalement, s'opposent au modèle classique de la défaillance périphérique, où on te dit, finalement, le mur du marathon, tu n'y arrives plus parce que tu percutes le mur parce que tu n'as plus de glycogène dans tes muscles. Mais en fait, quand tu arrives au marathon, à l'arrivée d'un marathon, il te reste en général plus de 30% de glycogène dans le muscle. Donc, c'est pas ça. En fait, c'est pas une défaillance périphérique. Et donc, en fait, on n'a pas la vérité vraie là-dessus parce que c'est trop compliqué. Mais par exemple, ce dont je te disais tout à l'heure, le fait de sourire va diminuer ta pénibilité de l'effort. D'accord? Le fait de sourire va moduler ton cerveau. Le fait de sourire va baisser un peu l'eau dans la chasse d'eau. Le fait de te parler va faire la même chose. Le fait d'écouter de la musique va faire la même chose. Le fait de prendre de la caféine va faire la même chose. Et voilà, c'est les trois modèles, en fait, selon lesquels nous fonctionnons. Et tout ça, finalement, est hérité de notre patrimoine de chasseurs-cueilleurs. Ouais, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au sourire. Et ça me fait penser à mon ami Rudy qui me coach en muscu et qui me dit parfois quand je lui envoie des vidéos décrispe-toi, arrête de faire des grimaces, t'as l'air tout crispé là, souris. Et donc justement, il me dit si l'effort t'as l'air difficile, si tu te contractes, tu contractes tout ton visage, etc., il le sera d'autant plus. Et donc visiblement dans l'endurance, c'est la même chose. Donc c'est assez intéressant de voir ces parallèles-là. Par ailleurs, tu dis que tu as l'habitude de t'entraîner, enfin pas de t'entraîner, tu as l'habitude de courir ce type d'épreuve et donc forcément il y a un facteur d'habituation qui aussi renforce ton mental et dit je l'ai déjà fait, je sais que là il me reste que 40 km, c'est facile. Mais il y a eu une première fois à tout ça. Et c'est des distances que, tu l'as dit tout à l'heure, tu fais pas forcément en entraînement. Quand tu t'entraînes 1h15, tu es très très loin des 10 heures d'un Ironman. Donc, c'est des distances que tu peux pas trop appréhender pendant ton entraînement. Et pour les premiers, j'imagine que ça a été une découverte. Donc, c'est la première fois que tu allais au devant de ce type d'expérience. Et donc, est-ce que tu avais des stratégies mentales à ce moment-là, autres que, bah, du coup, si je reprends la théorie du gouverneur central, je vois deux petits hacks qui pourraient peut-être aider. La première, c'est déjà la visualisation. Tu en as un petit peu parlé pour justement essayer de te mettre en condition et que ton cerveau soit capable de réguler déjà l'intensité en fonction de ce qu'il imagine de l'effort qu'il devra effectuer. Et la seconde chose, c'est peut-être justement de se reposer, puisqu'il y a des moments quand la chasse d'eau est pleine, tu dis que une façon de la faire descendre, c'est de se reposer, donc peut-être accepter d'avoir des phases aussi de marche, etc. pendant ces très longues distances. Est-ce que c'est ça un petit peu les deux trucs que tu peux mettre en place, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, sur mes premières compétitions, c'était pas du tout ça parce que je n'avais aucune connaissance. Et que les connaissances, je les ai acquis plus tard. Donc, c'était vaille que vaille, tu te débrouilles, fais comme tu peux. Mais ça m'a donné de l'expérience. Maintenant, c'est je souris régulièrement.
quand il y a des bénévoles, je souris parce qu'ils sont bénévoles et qu'ils sont là pour me faire du bien, et qu'en plus, ça me fait du bien de sourire. Donc, j'ai toujours un mot pour les bénévoles, même quand je suis en course, même quand je suis dans le difficile. Alors, il y a des fois, j'y arrive pas, mais j'essaye d'avoir un bon mot pour les bénévoles parce que sans eux, il y a rien, et parce que ça me fait sourire, et parce que, tu vois, ma dernière course, j'ai rigolé avec le speaker, j'ai rigolé avec les bénévoles, il y en a qui ont rigolé, et ça fait du bien. Donc voilà, le sourire, déjà, sourire, des bons mots. Quand tu es sur cette distance-là, ça n'empêche pas d'être aimable avec les gens. Et c'est vrai qu'on me fait remarquer souvent que je suis souriant sur les courses. Bah oui, je suis souriant, et d'autres font la gueule, mais moi je suis souriant. La musique, j'aime pas du tout ça. Écouter de la musique en course, j'aime pas du tout ça. J'aime pas parce que même quand je suis à l'entraînement, j'écoute pas de musique, j'écoute pas de podcast, parce que j'aime être connecté à ce que je fais. Donc voilà, moi j'écoute rien quand je cours. Ensuite, il y a le dialogue interne. Ça c'est bien. Moi je l'utilise. Je l'utilise parce que ça me permet d'avancer dans le bon sens. Ça me permet de voilà. Alors c'est pas toujours facile. L'autre technique vraiment que j'utilise, c'est de découper en petites portions. Par exemple, si je suis sur un Ironman, donc j'ai un marathon à courir, je sais que je vais me couper ça en 4 portions, sauf si je peux, et je vais essayer de me focaliser sur la vitesse sur le premier tronçon. Sur le deuxième tronçon, je vais essayer de me focaliser sur la même vitesse, et sur le troisième, voilà. Mais je me focalise sur des petites choses. L'autre chose, c'est ce que tu peux faire à l'entraînement. Alors l'autodialogue, ça se travaille à l'entraînement aussi. L'autodialogue, ça se travaille en entraînement. Donc, tu peux préparer tes phrases à l'avance et comme ça, tu auras l'habitude de les utiliser. L'autre truc, c'est de limiter finalement la perception de l'effort. Et comment tu limites ta perception de l'effort? C'est en t'entraînant. Tu peux faire ça en t'entraînant avant. Par exemple, si tu fais de la musculation dont on parlait tout à l'heure, tu auras moins mal aux jambes sur la compétition parce que tes muscles seront plus solides. Donc, tu vas limiter la perception de la pénibilité de l'effort à la même intensité. Tu n'es pas seulement plus rapide, même en allant moins vite, même en allant aussi vite, simplement, tu auras moins mal aux jambes et donc tu limites cette pénibilité de l'effort. Alors, Samuel Marcora, dont on avait parlé tout à l'heure, a trouvé, lui, une autre solution. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que la fatigue psychologique, ce que tu vas faire avant, va impacter tes performances. Pour cela, il a fait faire des exercices sur ordinateur en se focalisant jusqu'à épuisement pendant 1 heure à des sportifs, et ensuite il les a fait pédaler. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins efficaces en pédalant après juste de la fatigue psychologique mentale. Et donc, ce qu'il a fait, il a imaginé un entraînement où tu fais des exercices comme ça sur un ordinateur de Struptas, des trucs comme ça, et que tu fais pendant que tu pédales. Et en fait, tu améliores tes performances en endurance après. D'accord? En fait, tu as tout ce travail en amont, tu as le travail pendant, où tu peux améliorer, et il y a le travail en amont de faire en sorte que de limiter ta perception de l'effort, limiter ta pénibilité de l'effort. Je te remercie pour tous ces conseils parce que l'année prochaine, je me suis fixé un petit défi avec un ami, Jean-Baptiste, qui est médecin urgentiste d'ailleurs, que je recevrai sur ce podcast prochainement. Et on a envie de courir une Spartan Ultra. C'est une course d'obstacles qui fait 60 km avec 60 obstacles. Le plus rapide, la course en 8 heures, donc c'est plutôt des assez longues durées d'effort. Et j'avoue que ça va être une nouveauté pour moi parce que j'ai pas l'habitude de cette durée d'effort. Donc j'aurai l'occasion d'expérimenter certains des petits outils que tu m'auras livrés aujourd'hui. Et donc c'est chouette. Je ferai un petit feedback de toute façon sur ce que j'en ai pensé et la façon dont j'ai vécu dans mes newsletters. J'aime bien demander j'ai quelques questions que j'ai l'habitude de poser à la fin des podcasts et notamment si t'as je suis papa d'une petite fille de 18 mois, si t'as des conseils à me donner pour lui assurer le meilleur départ dans la vie possible en tant que médecin et puis peut-être en tant que père. Je sais pas si tu as des enfants. J'ai 2 filles. Voilà. Eh ben écoute, tu es d'autant mieux placé pour me livrer quelques conseils avisés. Alors, si mon passé de nutrition te dira manger vrai, leur apprendre à manger vrai et leur apprendre à cuisiner rapidement. Moi, ça m'arrive que mes filles, la plus petite, à partir de 5 ans, elle se faisait au petit-déj ses œufs au plat toute seule. Trop cool. Donc voilà, manger vrai, c'est le plus important. Marcher pieds nus à la maison.
C'est vrai que moi j'ai tendance à marcher pieds nus dès que je peux. Les filles elles marchent pieds nus aussi à la maison quand on peut. Euh, et puis surtout faire une activité physique qui lui plaît, donc toujours courir. Regardez les enfants, de toute façon, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils courent tout le temps. C'est vrai. Et on l'oublie, nous adultes, parce que si tu pars courir pour aller de chez toi sprinter pour aller acheter du pain à la boulangerie, tu vas passer pour un type bizarre. Mais finalement, si tu fais un gamin, il va faire quoi? Il va y aller en courant. Et il faut pas les freiner dans leurs bonnes habitudes. Moi, mes deux credos fondamentaux, c'est manger vrai et faire du sport, à faire du sport qui vous plaît. Parce que souvent les gens, ah mais on m'a dit de faire du sport, on m'a dit d'aller courir. Vous aimez ça? Non, j'aime pas ça. Bah alors faites autre chose, faites quelque chose qui vous plaît. Et donc pareil, il faut pas couper les gamins, il faut les laisser faire le sport qu'ils veulent, les laisser courir s'ils ont envie de courir, grimper s'ils ont envie de grimper. C'est vrai que souvent on leur dit ah non non, c'est dangereux, arrête, machin. Enfin, faut faut les laisser faire leurs activités. Ils font exactement ce pour quoi ils sont faits. C'est très beau, ils font exactement ce pourquoi ils sont faits. Et d'ailleurs, tu t'aperçois très très jeune, avant même de savoir marcher, ma fille, elle était en train d'escalader et tout. Tu vois, il y a un côté génétique, je trouve, à l'escalade, au mouvement de façon générale, qui est assez impressionnant. D'ailleurs, tu regardes la qualité de son squat profond, qui est hallucinante. Enfin, tu vois, et c'est vrai, ils sont tout le temps en mouvement. Et sur le manger vrai, je suis très fier de lui préparer ses petits pots moi-même avec des repas variés, faits maison et notamment d'ouvrir son palais à des saveurs qui se retrouvent peut-être plus rarement dans nos assiettes, comme du foie de veau ou ce genre de choses. Elle mange des sardines, des maquereaux, enfin plein de choses. Enfin, moi j'adore les sardines et les maquereaux, mais tu vois, il y a plein d'enfants qui n'aiment pas les poissons un peu forts ou le foie ou ce genre de choses. Et du coup, j'aime à croire qu'en l'ayant habituée depuis son plus jeune âge, enfin depuis qu'elle a commencé à manger des plats complets, eh bien, elle aura justement un palais suffisamment ouvert pour profiter de l'incroyable diversité d'aliments auxquels on a accès et qui sont vraiment merveilleux. Et sur le marché pieds nus, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai essayé de la laisser pieds nus au maximum. Et sinon, maintenant, quand elle sort dehors, je lui mets des Vivo Barfoot aux pieds qui sont des chaussures, mais qui sont plus larges au niveau de l'avant du pied pour laisser aux orteils suffisamment d'espace. Et qui plus est, avec une semelle assez fine pour ressentir justement tous les flux perceptifs qui viennent du sol. Même si évidemment, ça sera toujours moins puissant que le fait de marcher réellement pieds nus. Et sur le fait que ta fille de 5 ans fasse ses œufs tout seul, je trouve ça super intéressant parce que j'ai lu un livre là, qui s'appelle Chasseurs-cueilleurs parents, qui remet un petit peu en cause la façon dont on a d'éduquer nos enfants, ou en tout cas de les partitionner dans leur vie d'enfant et d'avoir notre vie d'adulte qui est séparée. Tu vois, et notamment le fait de tu vois, quand ton enfant il veut t'aider à vider le lave-vaisselle ou à étendre le linge, etc., lui dire non, on va jouer avec tes jouets, laisse-moi tranquille parce qu'il fait pas bien, donc forcément c'est plus une contrainte pour toi adulte qu'une aide. Mais en fait, donc d'après ce livre, les enfants ils ont simplement envie de faire partie de la communauté. Ils apprennent par observation, par imitation, et ils ont envie de faire partie de ton monde. Ils ont envie d'être utiles. Et d'ailleurs, euh, moi ma fille, tu vois, quand elle m'aide à vider le sac des courses, ça prend peut-être 10 minutes parce que évidemment elle est pas très rapide, elle prend chaque truc un par un, etc. J'achète tout en vrac en plus, alors du coup à chaque fois il faut prendre le truc et tout. Ça prend peut-être 10 minutes, mais j'ai jamais vu concentrer aussi longtemps à faire quelque chose que quelque chose qui est réellement utile, où elle a vraiment l'impression d'aider, où je lui dis merci à chaque pas. Mais, Et mais souvent, tu ouais. les rends heureux, les enfants, quand tu leur dis bah, viens cuisiner avec moi. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça super chouette qu'à 5 ans, elle fasse ses œufs toute seule, parce qu'en réalité, je suis sûr que, outre le fait d'être capable déjà de cuisiner, elle demande pas mieux que d'avoir cette autonomie et puis de participer aux tâches de la communauté, tu vois, et d'avoir l'impression d'être vraiment intégrée dans ton monde et pas de vivre dans son monde séparé, dans sa chambre avec ses jouets pour bébé, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Est-ce que t'as des... Et d'ailleurs, sur la partie barfoot, tu cours avec des chaussures normales ou tu cours avec des chaussures un peu minimalistes? Alors T'as moi, un je avis cours là-dessus? avec, j'ai plusieurs paires de chaussures en fait, j'en ai 5 ou 6, je varie beaucoup. En tant que Il bon y a passionné? une étude qui a montré que c'était bénéfique hein, de varier pour les limiter les blessures. Je suis pas barefoot, j'aime bien marcher pieds nus, dès que je peux, je marche pieds nus. J'ai des chaussures qui vont entre 4 et 8 de drop. J'évite les grosses chaussures. Euh, voilà, je suis
pas minimaliste pur, je m'approche un peu, mais j'aime bien. En fait, j'aime pas quand il y a des semelles trop épaisses parce que je sens plus ce que je fais. Donc j'aime bien avoir des chaussures où je sens mes appuis un peu, tu vois, percevoir un peu comme tu sais quand tu sais nager, tu perçois l'eau. Voilà, moi j'aime bien percevoir ce que je fais. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres routines ou hacks que tu observes au quotidien et qui te permettent à la fois de mieux vivre, en meilleure santé et d'être plus performant? Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur les glucides et sur la bouche. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, et j'y ai repensé là, c'est que ton cerveau il est directement connecté à ta bouche. D'accord. Et en fait, tu peux te rincer la bouche avec des glucides et améliorer tes performances sans avaler les glucides. Parce que ton cerveau, il perçoit ça comme une... Il se dit, je vais avoir des glucides, c'est bon, je peux accélérer. Ça marche avec la caféine aussi. Et ça marche avec la menthe aussi. Tiens, si tu fais un truc quand il fait chaud, tu peux prendre de la menthe, ça améliore les performances parce que ça stimule les récepteurs au froid et ça contre la sensation de chaleur. D'accord. Donc, c'est un autre truc, c'est de profiter des récepteurs que l'on a comme ça dans la bouche, mais même aussi sur la peau. Sinon, le truc auquel je tiens vraiment, c'est rompre la sédentarité, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et malheureusement, on passe trop de temps assis, inactif et sans avoir l'occasion. Et malheureusement, on n'a pas tous la possibilité de se lever régulièrement et d'aller faire quelque chose. Alors moi, dans mon boulot, je me lève régulièrement parce que je suis assis sur le fauteuil, je vais soigner le patient, donc je me mets debout pour l'examiner, je me rassois, je me relève, ou alors je vais chez lui, donc j'ai les étages et des choses comme ça. Mais la plupart des gens, assis à un bureau, ils n'en ont pas l'occasion. Et puis ils ont quand même l'impression d'avoir fait du sport avant ou après. Et donc, ils se rendent pas compte quand même de l'impact négatif de leur sédentarité. Ils se rendent pas compte qu'ils sont sédentaires. Les Anglais parlent de active couch potato, la patate de canapé active. Euh, et je pense que ça aussi, c'est un truc important pour nous tous. Euh, euh, il faut réussir à faire ça. Et l'autre truc vraiment auquel je tiens, c'est euh, sortir de sa zone de confort de temps en temps, mais faire un sport qui vous plaît, quoi. Faut pas que le sport devienne une contrainte, mais par contre, il faut arrêter et de se dire, je vais y aller tranquille. Non, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 2 jours. Il faut que l'effort il soit limite désagréable, quoi. Enfin, que ça soit dur. Euh, et je pense que ça, il faudrait que les médecins ils l'intègrent un petit peu, quoi. Ok, et sur la partie debout, du coup, là, moi, je travaille sur un bureau debout, donc c'est bien, je suis forcément, j'ai pas besoin de me lever puisque je le suis déjà. Et j'ai un petit tapis là d'ailleurs en dessous, je suis pieds nus, et une Mmh. sorte de tapis en mousse avec des espèces de revêtements en dessous. Ça s'appelle Muvenat, un truc comme ça, et c'est censé reproduire un peu un chemin de forêt. Et donc en fait, je peux bouger mes pieds et je ressens des stimulations différentes, c'est hyper agréable. Ça fait une sorte de petit massage de la Ah, ça doit être plantaire, et puis en sympa, même temps, ça, tiens. c'est assez stimulant, c'est assez chouette. Et avant d'avoir ce bureau debout, je mettais un petit minuteur Pomodoro sur mon ordinateur, basé sur 30 minutes, juste pour penser toutes les demi-heures, de me lever, comme tu dis, de faire 2-3 étirements. Alors je faisais pas de sprint dans les escaliers, mais je faisais déjà 2-3 étirements, je me levais, et tu vois, c'était déjà, rien que ça, je sentais que ça me faisait du bien, tu vois. Et parce que si tu te dis, oui, je vais y penser tout seul, en fait, tu penses jamais tout seul. Tu es Non, non, absorbé non. par la tâche dans laquelle tu es en train de te concentrer, et donc tu te lèves 1 heure et demie après, quoi. Ah, mais moi le premier, hein. Moi le premier, quand j'écris des livres, je peux passer 2 heures assis parce que je suis focalisé sur ce que je fais, j'ai les Ouais, idées qui j'imagine. viennent et je veux pas perdre mes idées. Donc voilà, ça peut m'arriver de le faire, hein. Je dis qu'il faut pas le faire, mais je suis comme tout le monde, hein. Voilà, il y a des fois j'ai des fourmis et je veux pas louper les idées et je me rends pas compte que le temps passe et j'écris. Passionné par son écriture comme par les conférences, mais en même temps, quand tu partages quelque chose qui te fait vraiment vibrer, ça aussi, c'est aussi un petit côté génial, tu vois, qui t'enthousiasme, qui te donne presque des frissons dans le dos, tellement t'es dans un état propulsé dans l'état de flow et tellement tu prends du plaisir à ce que tu fais. Et c'est quand même merveilleux, tu vois, qu'on ait cette capacité à s'enthousiasmer pour des actions qu'on fait quand elles ont vraiment du sens pour nous. Et est-ce que tu as des rêves, tu pourrais partager 3 rêves avec nous ou des défis que tu aimerais réaliser dans les années à venir, des défis sportifs, des prochains livres que tu voudrais écrire ou des choses qui n'ont rien à voir avec ces sphères-là? Bah, écoute, alors là, je suis en train de retravailler sur Paléophyte, le livre. Là, on va sortir une deuxième édition.
probablement pour octobre, je crois. Donc là, voilà, je suis un peu focalisé là-dessus. J'ai un autre livre sur lequel je suis en train de travailler aussi, où là, j'aborde plein de petits sujets qui me demandent beaucoup, beaucoup de travail aussi, Plein de petits sujets à propos de quoi? à propos de l'endurance. Voilà, je veux parler de l'endurance, je veux toujours la même chose, et aider les gens à les rendre autonomes, en fait. Autonomes et à comprendre ce qu'ils font. Parce que tu te rends compte que certains sont coincés par des plans d'entraînement, ils savent pas où ils vont, ou dès qu'il y a un petit couac, et ben ils savent plus où ils en sont. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de les rendre autonomes. Sportivement, je devais faire le marathon des sables, mais je me suis blessé, donc j'ai pas pu le faire. Donc je pense que ça va être pour l'année prochaine. Là, je vais tester une nouvelle course de 24 heures de triathlon. Donc 3 heures de natation, 12 heures de vélo, 9 heures de course. Waouh. J'entre dans un nouveau domaine, j'ai jamais fait, je sais pas, voilà, Ça s'appelle comment? T24 extrême, je crois. Ok. Ça a déjà été couru? Ça va être la première édition? Il y a eu une première édition à l'île de Ré l'année dernière. Et là, ils Incroyable. ont trois nouvelles éditions réparties sur la France. Il y a le Touquet, l'île de Ré et Bormes-les-Mimosas. C'est impressionnant. Donc voilà, je rentre dans un nouveau monde, je sais pas, je vais voir. Le marathon des sables, c'est pareil, je voulais découvrir, ça fait des années, j'avais pas eu le courage, et puis là, bon, voilà, mais je pense que je vais me réinscrire dessus. Euh, Ça me permet de découvrir des nouveaux, des nouvelles épreuves, enfin, comme tu vois, tu aimes bien voir un peu jusqu'où t'en es capable, c'est un petit peu pareil, en fait, hein, une compétition, ça m'intéresse à partir du moment où je sais pas trop comment je vais finir. Euh, Et puis là, je vais faire un Alpha Ironman, donc la moitié d'un Ironman. Et j'aimerais bien en refaire un. Après, ça dépend parce que je suis voilà, enfin entre la famille, le boulot, l'écriture, l'entraînement, il y a beaucoup de choses. Ouais, j'imagine. Mais c'est-à-dire que voilà, là, j'ai ces épreuves qui m'intéressent beaucoup. Et puis j'ai les livres là, les deux sur lesquels je suis en train de travailler. Donc Paléophyte et puis le prochain qui m'accapare pas mal d'intellectuels. Moi, mais j'ai très envie de les faire. Voilà, j'ai bien avancé. Ça me plaît beaucoup. Et puis ça me plaît beaucoup d'apporter des nouvelles études. Toi, dans Paléophyte, on a introduit des nouvelles études qui étaient. Paléophyte, il date de 2015, je crois. Donc là, on a des nouvelles études. J'ai approfondi les facteurs sur la performance. J'ai rajouté des séances d'entraînement. Il y a par exemple une nouvelle séance d'entraînement qui a été publiée il y a pas longtemps par des Norvégiens à propos de skieurs de fond, mais qu'on peut exploiter nous. Donc je l'ai mis dedans. J'ai créé des nouvelles séances de musculation parce que les sportifs d'endurance, ils sont pas fans de séances de musculation, donc j'essaye de rendre ça ludique. Donc j'essaye de créer des séances efficaces et ludiques pour le sportif d'endurance. Donc chaque semaine, en fait, là j'ai un peu arrêté parce que j'étais débordé par les lignes, mais avant chaque semaine, je publiais une séance de musculation plutôt dédiée aux sportifs d'endurance, et en essayant d'être ludique, parce que voilà, si tu demandes à un haltérophile d'aller courir 30 minutes, il va te dire que c'est difficile et il va te dire que ça l'amuse pas, qu'il a pas envie. Si tu prends un coureur, la plupart des coureurs, si tu arrives à aller faire 30 minutes de musculation, ils vont te dire non, alors c'est bénéfique pour eux. Donc j'essaie d'inverser le phénomène, de dire oui, c'est difficile au début, mais ça va le devenir plus facile, et j'essaie de rendre ça ludique. Donc voilà, je suis un peu dans tout ce côté-là, j'essaye de trouver le juste niveau. Donc voilà, c'est que j'ai plein d'idées qui fourmillent. Alors c'est vrai que parfois quand je cours, je suis obligé de m'arrêter, de m'envoyer un mail pour ne pas oublier l'idée. Parce que si je sais que si j'arrive à la maison, je vais l'avoir oublié. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Écoute, j'ai hâte de lire la nouvelle édition de Paléophyte. Et sur les défis sportifs, j'aime bien cette citation de Mike Horn qui dit si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je te rassure, j'ai peur pour les 2 prochains rêves. J'imagine, j'imagine. Et d'ailleurs, en parlant de livres, est-ce que tu en aurais un autre à me conseiller, autre que les tiens? Sur le sport ou quoi? Alors, Ouais, c'est égal, sur le euh, sport, sur la nutrition, sur la là, je suis face à spiritualité, ma sur la bibliothèque. philosophie, sur ce qui te marque. Là, je suis face à ma bibliothèque. Il y a un livre que j'ai adoré. C'est le livre de Daniel Lieberman, L'histoire du corps humain. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Pas du tout. Eh ben, écoute, celui-là, je te le conseille. Il est vraiment L'histoire intéressant. du corps humain. Ouais, de Daniel Lieberman.
qu'on appelle The Barefoot Professor, parce qu'il prône la course barefoot. Ok, et c'est un livre qui parle de quoi? C'est un livre qui retrace l'histoire de l'évolution du corps humain et de pourquoi nous sommes faits pour courir, pourquoi du coup qui met ça en évidence avec les maladies de civilisation. En fait, hein, c'est ce que moi j'ai fait mais retransmis que sur le sport et que lui il a fait un petit peu plus généraliste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre que j'en ai tellement des livres. Celui-là me va bien, hein. Bon bah voilà, je te laisse C'est un celui-là. sujet, c'est un sujet qui me plaît, qui m'intéresse Je, particulièrement. je l'ai déjà offert plusieurs fois à des amis. Bon, c'est un gage de qualité, ça. Et tu aurais un prochain invité à me recommander? Alors, j'en ai plein. Je peux Tu peux en citer avoir deux. Nicolas qui est coureur d'ultra, mais de gros ultra, et très régulièrement. J'ai mon copain kiné Xavier qui fait de l'ultra trail et s'occupe de coureurs et qui est bourré d'idées très intéressantes. Je pense que c'est deux personnes qui valent vraiment le coup. Tu pourrais m'envoyer leur contact, que je regarde ce qu'ils font. Ouais, ouais. Ouais. Et Nicolas Maréchal et Xavier Téchenet. ok, ok, bah très bien, comme ça j'ai les dons. Je pourrais aller faire mes petites recherches, aller fouiller un petit peu ce qu'ils font. Super. Euh, Du coup, pour résumer, si on est intéressé par tes livres, donc il y a le régime cétogène, il y a Paléophyte, dont la nouvelle édition sort en octobre. Tu fais Ouais. encore il y en a d'autres, il y a la nutrition de l'endurance ou quelque chose comme ça, Alors, j'ai cru nutrition de voir. l'endurance, ouais. Il y a nutrition de l'endurance, il y a comment il s'appelle celui-là? T'oublies le nom de tes propres Sans livres? une recette de l'endurance. Non, sans une recette pour les sports d'endurance. Ok, Il y a Paléophyte qu'on sort en octobre, mais il n'est plus en vente là pour l'instant. Il y a Ultra Performance qui part de l'entraînement à glycogène bas, donc le bi-quotidien ok. et le Sliplo dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est ma principale méthode d'entraînement. Enfin, c'est ce que je rajoute, plutôt, je suis pas au cétogène, moi je suis à l'entraînement à glycogène bas. Et il y a le régime cétogène, ça fait 5. Magnifique. Et tu fais encore des conférences Ouais. qui Euh, sont accessibles à tout le monde? pour l'instant, non. J'envisage d'en faire. Je vais peut-être recycler un peu, je pense, ma pratique, donc j'envisage d'en faire près de chez moi. Mais j'en fais pour la FF la Fédération française de triathlon, tous les ans. J'en avais fait au marathon de Paris, mais là, avec le Covid, ça s'est un petit peu arrêté. Et puis voilà, quoi. Mais en fait, je vais me recentrer un petit peu, peut-être un peu plus sur la nutrition de l'endurance, des sports d'endurance, faire des consultations un peu plus, et du coup, peut-être essayer de faire un peu de conférences. Du coup, tu fais des consultations spécialisées pour des sportifs qui auraient des besoins particuliers? Ouais, pour l'endurance, ouais. Et pour ça, comment on te contacte? Bah pour l'instant, c'est pas en route. Je vais le mettre en route en septembre, je pense. Ok, Mais sinon, on peut me contacter par ma page Facebook, que t'as pas ok, réussi bah à je faire mettrai. apparemment. Ouais, bah écoute, je suis pas un habitué de Facebook, pour ainsi dire, j'y vais Mais jamais. on peut me contacter comme ça, ouais. Mais ok, je mettrai. Donc du coup, j'ai été sur Facebook exprès pour toi. Ah Je ouais? m'y étais pas connecté depuis des mois et pour réussir justement à te contacter. Mais donc ouais, je mettrai la page comme toutes les ressources de notre épisode. Donc notamment tout ce dont tu as parlé, tout ce que tu as cité. Euh, Ma femme prend aussi des citations, des petits extraits de ce que tu dis qui sont particulièrement intéressants, le sommaire, etc. Donc il y a un article hyper complet qui suit les podcasts et j'invite tous ceux qui auront envie d'aller plus loin, d'autant plus qu'il y avait des concepts qui étaient parfois un petit peu techniques et qui auraient besoin justement de relire certaines choses, etc., d'aller lire l'article lié. Il y Euh, a un truc que j'ai oublié dans les hacks, c'est dormir. ah, Ça, les gens, ils dorment pas assez. c'est clair, c'est clair. Tu dors combien d'heures par nuit? Ah, j'essaye de dormir au moins 8 heures, 8h30 par nuit. Et déjà, c'est limite. 8h30 où tu dors ou 8h30 au lit? Non, 8h30 où je dors. 8h, 8h30, 8h, 8h30 où je dors. Mais par Ok, contre, je suis au lit beaucoup plus. Moi, je regarde pas la télé, par exemple. Jamais je regarde la télé le soir. Et donc, en général, si je travaille pas à 21h, je suis couché, hein. ouais. Je suis pas loin de ça, 21h30, je suis au lit Mais aussi. voilà, et les gens oublient la qualité importante du sommeil, quoi. Clairement, clairement.
Super, super. Est-ce que oui, non pardon. Pour terminer, ouais, j'aime bien faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de ce moment et voilà, avec quelle énergie est-ce que tu repars? Bah, écoute, j'ai passé un bon moment. L'énergie, tu veux que je te dise? Ouais. Ça me donne envie d'écrire encore plus. C'est plutôt positif ça. Et ça me donne envie de partir m'entraîner, les deux en même temps. Mais Mais visiblement, tu fais déjà un petit peu les deux en même temps, puisque tu m'as dit que tu t'envoyais des mails pendant que tu étais en train de courir. ouais, Donc, à mon avis, ça mais cogite et tes idées commencent à fleurir à ce moment-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu n'aimes pas écouter de la musique, parce que, outre le fait de te connecter à tes sensations, ça permet à ton cerveau de continuer à processer et d'avancer sur les idées sur lesquelles tu bosses. ouais, je sais pas comment. Des fois la nuit, je me réveille aussi avec des idées, hein. Euh, voilà, c'est. Et j'essaye d'éviter, par exemple, j'essaye d'éviter de travailler le soir parce que sinon, j'ai mon cerveau qui turbine toute la nuit. Ouais, pareil, j'ai exactement le même problème. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit, j'ai cherché le bouton off pour justement arrêter le flux de mes pensées et réussir à dormir, parce qu'il me fallait 2 heures pour m'endormir le soir, et parfois je faisais des insomnies tellement j'avais d'idées. Et effectivement, notamment, donc j'ai fait plein de choses pour améliorer ça, notamment, il y a tellement de facteurs, c'est tellement multifactoriel que ça prendrait un podcast de raconter tout ça. Mais l'une des choses, c'est aussi de pas travailler le soir, effectivement. Ouais, moi je. Alors des fois j'ai besoin parce que tu vois, j'ai des deadlines sur les livres et tout, Oui, oui, mais, bah, il y a des fois, on n'a pas le choix, hein. mais Moi, en j'essaie tout cas, de. pour ma part, j'étais très content de cette conversation avec toi, très très riche en enseignements, notamment sur le plan nutritif et sportif. Je repars avec plein d'outils qui vont justement me servir pour ce nouveau défi sportif dont je te parlais, qui est complètement en dehors de ma zone de confort, même si j'ai l'habitude de faire pas mal de sport. J'ai jamais fait de sport entre guillemets d'ultra endurance. Je sais pas si ça, comment, enfin oui, si, étant donné la Bah, durée de 60 l'épreuve, kilomètres, oui, c'est une ultra-endurance. bah 60 et puis 60 obstacles, c'est surtout la variation de rythme, parce que tu vois, t'es sur ton endurance, enfin c'est du trail, donc il y a déjà du dénivelé, etc. Et puis le fait de devoir faire appel à de la force, à de l'agilité, à du portage, etc. Je trouve que le fait d'avoir ces cassures de rythme, ça rajoute une fatigue perçue, en tout cas supplémentaire, parce que t'es pas bien posé dans ton rythme. Mais donc voilà, donc ça va être une belle expérience, et donc je repars avec plein de petits hacks Mais pour m'aider à la remporter. bah écoute, je suis content que ça t'ait plu. J'espère que ça va plaire à tes auditeurs. Et je suis aussi content parce que j'ai abordé avec toi des sujets que j'avais pas encore abordés sur d'autres podcasts, comme le gouverneur central, comme le Marcora et le truc de la chasse, là. Enfin, Ouais, c'est la super chasse intéressant. d'eau. Et donc, voilà, c'est bien. Tu as su poser aussi d'autres questions, m'envoyer dans d'autres trucs. Et après, il y a plein d'autres trucs à dire. Mais tu t'arrêterais pas. La dernière fois, j'ai fait la radio là pour Beurre FM. Il m'a attaqué d'emblée sur le jus de cornichon et je m'attendais pas à ce qu'il me parle de Le ça. jus de cornichon, dis-moi en plus. Je connais pas En fait, le jus de cornichon limite les crampes. En fait, si tu as des crampes, il a été prouvé. Alors, c'est difficile de juger parce que les crampes, tu sais pas quand elles vont arriver. Mais donc, ils ont déclenché des crampes artificiellement, donc avec des électrodes. Et ils se sont rendus compte qu'ils limitaient la durée des crampes en avalant du jus de cornichon. Et tout donc, ça. en 10 secondes. Donc, en fait, sinon, si tu veux, c'est les récepteurs buccaux dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et le jus de cornichon, l'acide acétique, donc le vinaigre qu'il y a dans les cornichons, Mhm. limite les crampes. Et donc, je l'avais publié sur un de mes blogs, sur mon blog, sur un article. Et, et voilà, donc il m'a attaqué dessus d'emblée et tout. Et j'étais surpris, je me suis dit, voilà, il s'est intéressé et tout, c'est génial parce que voilà, j'ai des gens qui s'intéressent et ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'aller plus loin parce que voilà, je vois que, euh, je vois que ça sert. Clairement, clairement. Bah écoute, je note aussi ce petit hack supplémentaire, tu vois, comme quoi ces quelques minutes auront été utiles, parce que et donc parce que justement, tu vois, j'ai fait une petite Spartan, mais cette fois-ci c'était une sprint, ça faisait 12 km, 500 mètres de dénivelé et 30 obstacles, non, 25 obstacles, donc beaucoup plus petite distance, mais c'était une première découverte, on va dire, de cette discipline. Et à la fin, justement, je commençais à avoir des crampes au mollet parce que j'avais une sorte d'épreuve d'escalade sur un mur. Et en fait, après avoir beaucoup couru, tu vois, avec le trail, etc., le fait d'être que sur les orteils comme ça à l'avant et donc d'être dans une extension un peu de mollet qui était déjà un peu épuisée, avec la chaleur, la transpiration en plus qui m'avait peut-être un petit peu vidé
mes sels minéraux, etc. J'ai commencé à me taper des petites crampes au mollet, mais qui étaient hyper contraignantes parce que justement, quand t'es un peu comme ça dans l'escalade, c'est vraiment pas pratique. Donc si j'avais eu ma petite poche de gel, enfin pas de gel, mais de jus de cornichon. Il y en a aux États-Unis, mais nous, on n'en a pas. Non, mais il suffit d'en faire soi-même, je suppose. Oui, oui, tu prends une J'en ai mis petite quelques-uns. Ouais, voilà. Ou peut-être même le manger. Je l'ai jamais essayé. Écoute, ça sera l'occasion. Bon, écoute Fabrice, je te remercie pour tout. Je te souhaite un bon appétit. On va bientôt arriver à l'heure du Merci. déjeuner. Et puis à bientôt. Tu me tiens Peut-être au qu'on aura courant. l'occasion de refaire un podcast lorsque tu auras réalisé cette belle épreuve, cet hyper Ironman qui m'a l'air assez folle. Avec plaisir. Tu sais où me trouver, tu as mes coordonnées. Tu penses le publier quand, le truc que je Alors parle? attends, je stoppe.